Bienvenue à toutes et à tous sur Témoignages ex-musulmans, le podcast qui libère la parole des apostats de l'islam. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les futurs témoignages. Rejoignez également notre groupe Discord pour discuter de l'apostasie, de l'islam et plein d'autres sujets. Et enfin, pour finir, vous trouverez mon mail de contact en dessous dans la description de cette vidéo si vous voulez apporter votre témoignage à la chaîne. Et sur ce, je vous dis à tout de suite pour le nouveau témoignage. Aujourd'hui, on accueille Mehdi. Mehdi qui nous vient de Belgique, de Bruxelles, et qui va nous raconter son histoire. À toi, Mehdi, je te laisse nous raconter ton histoire. Bonjour à tous, bienvenue sur Apostat Islam. Alors, je suis interviewée par Momo, un excellent journaliste. Alors, on va commencer depuis le début. Alors, je suis née en Belgique en 1988, d'un père tunisien, musulman modéré, et d'une mère belge, chrétienne, modérée aussi. Alors, mon père ne m'a pas élevée dans la religion, quoique j'ai été à l'école en religion islamique, à l'école primaire, mais j'ai appris aucune sourate du Coran, c'était pas pratiquant. J'ai juste fait le ramadan de mes 11 ans jusqu'à mes 31 ans. Oui, je l'ai fait pendant 20 ans. Du coup, durant mon enfance et mon adolescence, j'étais pas pratiquant. Je me rappelle quand même que vers 12 ans, j'ai essayé de lire le Coran comme un livre, mais j'ai pas. Au départ, en fait, on le lit dans l'ordre et c'est pas chronologique, c'est un ordre par longueur de sourate. Et je me rappelle qu'il y avait beaucoup de termes mécréants. Les mécréants sont coupables, les mécréants vont en enfer. En fait, il y a les gens qui croient et il y a les mécréants. Bon, maintenant je le sais, mais à l'époque, je comprenais pas le terme. Je me suis dit, ce sont des criminels, mais je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait. Comme c'est un vieux livre, ça parle de personnes il y a des siècles, et donc j'ai pas la maturité, je comprends pas tout, je vais laisser à plus tard. Donc je l'ai pas lu en entier, hop, je l'ai laissé pour plus tard. Et alors cette lecture du Coran, je l'ai reprise vers l'âge adulte, vers 20 ans, j'ai repris la lecture, mais pour lire le livre en entier, en une fois. Comme quelqu'un lirait Harry Potter ou comme quelqu'un lirait, je sais pas moi, un bouquin. Et là, je l'ai lu, mais sans essayer de comprendre. Donc voilà, à part le ramadan, même pas la prière. Du coup, alors, mes rapports avec la famille, du côté de ma mère, ils sont chrétiens modérés. Du côté de mon père, ils sont musulmans modérés. Et il y a quand même une petite hypocrisie, c'est quand la religion te donne un avantage ou quand la religion te donne, je sais pas comment on dit ça, quand elle te donne un point positif, tu dis vive l'islam, tu demandes cet avantage, mais quand l'islam te donne un inconvénient ou quand l'islam te punit ou quoi, enfin, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, un peu à la carte. Tu faisais un peu à la carte, par exemple. Non, pas moi, mais je remarquais dans ma famille. Ah, d'accord. Genre écouter de la musique. Tu savais Écouter de la musique. Voilà, les gens le font quand même. Voilà, ils le font. Et par exemple, en matière d'héritage, un homme à la part de 2 femmes, il n'y a pas de souci. C'est l'islam, vive l'islam. Mais quand quelqu'un vole, moi je lui dis attention. Normalement, il faut te couper la main si tu voles. Si c'est l'islam. Ouais. Et là, il va dire regarde tes péchés, toi tu ne pries pas, regarde tes péchés au lieu de regarder les miens. Voilà. Quand l'islam te donne un avantage, vive l'islam. Et quand l'islam te donne un inconvénient,
là, les gens me disaient, tu n'as pas compris l'islam. Bon. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, tu constatais que la Voilà, communauté, elle n'était pas vraiment exemplaire dans sa pratique. c'est ça. Voilà. Au quotidien, tu voyais pas vraiment les bienfaits que pourrait apporter cette religion au plus Ouais, grand nombre. voilà. Et j'ai aussi remarqué que, en fait, chacun pense avoir raison. Chacun a sa pratique et chacun pense qu'il a raison. Et si les autres ne font pas comme lui, il pense que les autres ont tort. Il y a un seul islam et il y a 1 milliard de pratiques différentes. Mhm. Donc, je ne me suis pas éternisée là-dessus. Moi, j'avais autre chose à faire. Je cherchais du boulot, un peu d'argent quand même pour participer au ménage. Et donc, voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur ma pratique de l'islam avant septembre 2017. Là, j'étais sur Facebook et il y avait un article. Et l'article disait à Mossoul. À Mossoul, il y a 8 millions de gens dans la région et ils sont otages de 40 000 djihadistes ou un truc du genre. Et moi, j'ai vite fait le calcul et c'était en fait un ratio incroyable. Et j'ai posté un commentaire et j'ai dit voilà, il y a autant de gens. Si une personne sur deux se mobilise, prend une arme, il y a 4 millions de combattants contre 50 000. Voilà, on prend une personne sur deux en âge de se battre, en âge de prendre une arme et de contrer les preneurs d'otages, on va dire. Voilà, 4 millions contre 50 000. Normalement, ce sont les habitants de Mossoul qui gagnent. En 2 semaines, c'est balayé. Donc, ils sont otages. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas se battre. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas mourir. Même pour une cause juste, ils ne veulent pas mourir. Les gens vont se lever quand le premier se sera levé. Mais personne ne se lève en premier. Voilà, je lâchais un bon commentaire là-dessus. Il y a des gens qui ont apprécié, il y a des gens qui n'ont pas apprécié, qui m'ont dit « Oh, t'es violent, t'es radical, oh là là ». Et il y a quelqu'un qui m'a contacté. Cette personne il s'appelait Abou Nazir. Là, il m'a demandé est-ce que ton commentaire est honnête? Je lui ai dit oui. J'ai écrit ce que je pense, je l'assume. Voilà. Et là, il m'a dit voilà, est-ce que tu es de Bruxelles? J'ai dit oui. Il m'a dit voilà, je suis aussi de Bruxelles. Je suis dans une association islamique et si tu es sensibilisé par la situation à Mossoul, à Raqqa, enfin en Irak, en Syrie, vu que tu n'as pas parlé en faveur de Daesh, tu as parlé en faveur des habitants, souhaites-tu qu'on se rencontre, qu'on discute et peut-être tu participerais à des conférences. Moi, j'ai dit oui. Voilà. Je suis disponible. Il n'y a pas de souci. Donc, j'ai rencontré une première fois Abou Nazir. Ah oui, toi, tu connais pas. Boulevard Lemonnier. Sur Bruxelles, on va dire. Ouais, bien sûr. Je suis en vidéo. J'ai quand même essayé un peu. Désolé. On dirait un cochonnet. C'est pas grave. Bref. Donc voilà, on a un peu discuté. Et il m'a dit que plusieurs fois par semaine, il y avait des regroupements dans des appartements et qu'il y avait, comment dire, pas des cours de religion, mais les gens viennent et ils partagent entre eux. Ouais, ma mère, elle les faisait, elle appelait ça des veillées islamiques. Alors en tout cas, c'était son terme à elle. Elle disait, je vais aller à une veillée islamique, ou alors des fois celle qui accueillait, elle disait, on va faire une veillée islamique ce soir. C'est ça. Voilà. Mais c'était la même chose. Ouais. Mais c'était en après-midi, hein. Oui, elle c'était en soirée, mais c'est pareil. Ah, d'accord. Donc voilà, il y avait entre 10 et 15 ou 16 barbus, plus grands que moi, voilà. Et là, bon là, ils n'étaient pas dans le Coran. Hein. Le Coran, normalement, c'est connu à 16 ou 20 ans. À chaque ramadan, en soirée à la mosquée, tu vois, en 29 jours ou en 30 jours, on fait la lecture du Coran en soirée à la mosquée. Ouais, le tarawih. Voilà. Et donc ces gens-là,
ils l'ont lu 20, 30 fois, ils connaissent. C'était plutôt, ils étaient dans les hadiths, ils étaient dans la biographie du prophète, ils étaient dans l'histoire islamique, les califats, ils étaient dans la géopolitique actuelle, ils étaient aussi dans les nashids. Il y a, tu sais ce que c'est une nashid? Non, vas-y, raconte. Une nashid, c'est pas un chant. La plupart du temps, c'est religieux, mais c'est mélodieux. Enfin, c'est pas une chanson. Les chansons sont interdites. C'est pas un peu les genres de chants qu'on entend en arrière-plan des vidéos de l'État islamique? Oui, il y en a. Oui. Un oui, peu comme des oui. psalmodies. Oui, voilà. Ok. Ben nous, on en écoutait, bon, de Daesh, vu que le message était correct. Al-Qaïda, Ahrar al-Sham. Enfin, on en écoutait plein. Il y avait pas le chanteur, Abu Ali, il en faisait, Abu Hajar al-Adrimi. Enfin, voilà. Moi, dans un MP3, j'en avais mis 70. Il y en avait encore plus. Malheureusement, je les ai supprimés, tu vois, quand j'ai arrêté. Et il y a quelques temps, j'ai voulu en partager une avec un copain. Eh ben, sur Internet, tu vois, c'est Nachid, il n'y en a plus. Tu le trouves plus. Il y a des vidéos que moi j'ai vues. Par exemple, Ahrar al-Sham, 50 opérations en 5 minutes. Tu le cherches sur Internet, il n'y a plus. En fait, j'ai vécu des choses. Bon, j'ai pas quitté la Belgique. Hein. On va dire que j'ai participé d'ici. Enfin, j'ai appris des choses et tout ça. Et aussi, on a parlé à des gens en Syrie. Mais le truc, c'est quoi? C'est que des vidéos, des comptes Facebook, des comptes YouTube, des documents, des sites Internet, pour appel à la haine et pour incitation au terrorisme, ça a été retiré. Donc moi je peux te dire des trucs, oh là là là, en 2017, je t'aurais dit ça en 2017, tu vérifies par toi-même. Maintenant on est en 2020. C'est quoi les choses qui t'ont les plus choqué par exemple? Alors, choqué, pas tellement. Pourquoi? Parce que je savais que l'islam était une religion moyenâgeuse. C'était une autre époque. C'était, comment dire, c'était pas la Belgique, c'était l'Arabie Saoudite. Donc une autre époque, un autre lieu, une autre culture. Donc moi, je n'ai pas jugé, tu vois. Et donc, Fatah Allah, il voulait faire un émirat islamique en Syrie, concurrent de Daesh et de Al-Qaïda, voilà. Donc régi par un émir et par la charia. Bon, j'ai accepté, j'ai appris avec eux. Et j'ai appris avec eux des choses qu'en Belgique ou en France, on n'apprend pas sur l'islam. Les musulmans, ils vont lire un peu le Coran. Ce qui est bon, ce qui est positif, ils vont le garder. Ce qui est moins positif, ce qui est négatif, ils vont pas le garder. Par exemple, ils vont lire que le fornicateur et la fornicatrice, s'ils sont pas mariés, c'est 100 coups de fouet. S'ils sont mariés, c'est la lapidation. Non, la lapidation, on n'en parle pas dans le Coran, on en parle dans les hadiths. Oui, la peine pour la femme, c'est d'être enfermée toute sa vie dans une maison. C'est l'enfermement à vie, la peine pour la femme. Dans le Coran. Ah, dans le Coran. Dans le Coran. Mais bon. Abrogé. Enfin, oui. Je sais pas si ça a été abrogé, mais c'est sûr que j'ai jamais entendu ce genre d'histoire, tout simplement parce que je pense qu'au bout d'un moment, ça finirait par s'entendre et les gens devraient laisser la fille sortir de la maison. Mais oui, c'est sûr que c'est la peine de la lapidation qui est la plus donnée, en tout cas de nos jours. Mais dans le Coran, c'est la peine, c'est ça, c'est l'enfermement de la femme. J'ai jamais trop compris cette peine d'ailleurs, elle est un peu étrange. Mais... Voilà. Et donc, quand les musulmans tombent là-dessus, oui, on n'a pas compris, ou bien non, c'est hors contexte, ou bien non, c'est pas la bonne période, ou c'est pas la bonne situation, donc on ne juge pas. Un côté un peu moins reluisant de l'islam, on ne juge pas. Mais tous les côtés reluisants, tous les côtés attrayants, on en parle et on en fait plus, tu vois. La dawa
on fait du prosélytisme de tous les côtés avantageux de l'islam. Et moi, j'ai jamais été dans ce... Attends, je me rappelle d'un truc. Étant adolescent, une fois, j'étais adolescent et j'étais au magasin avec Ibrahim. Et Ibrahim, il voyait les gens, il dit, oh là là, il y a plein de non-musulmans. Il faut leur parler de l'islam. Il faut les convertir, sinon ils vont brûler en enfer. T'avais des drôles de fréquentation. Non, t'inquiète. Ibrahim, c'est un des plus modérés. Et donc, moi, je lui dis, écoute, les gens vivent comme ils veulent. Ils suivent la religion qu'ils veulent ou ils n'en suivent pas. S'ils sont coupables ou s'ils méritent l'enfer, ben, ils vont tomber en enfer après la mort, tu vois. Mais vouloir les convertir, en fait, dans ma tête, c'est plutôt vouloir les faire chier avec la religion. Moi, je suis pas d'accord, vu que moi, je ne pratiquais pas. Et donc, ouais, je lui ai dit, vouloir les convertir, je suis pas chaud. Et donc, lui, voilà, il m'a dit, oui, toi, tu pries pas, tu pratiques pas, c'est pas bien, tu veux aussi aller en enfer. Et voilà, ça, je m'en rappelle. Et ça ne m'a pas encouragé à pratiquer, tu vois. J'étais pas chaud, j'étais pas dans l'ambiance. J'ai été un peu plus intéressée quand j'ai suivi les cours avec Fatah Halab. Pourquoi ? Parce que il y avait de l'historique. Il n'y avait pas que le Coran, il y avait d'autres textes. C'était beaucoup plus concret, c'était beaucoup plus argumenté, c'était beaucoup plus détaillé, documenté. Tu parles avec qui là? Avec Là, je reviens quand j'ai 29 ans. Ah, ok, voilà, ok. avec Oui, Abou donc Nazir. tu trouvais ça intéressant. Ça se passait comment les cours d'ailleurs? Raconte-nous. C'est quoi? C'est une personne, elle prenait la parole et il fallait pas la couper ou c'était des échanges libres? Échange libre, mais on laisse parler les gens, tu vois. On était 15 dans une pièce. Il y a des feuilles qui venaient, il y a des textes qui, tac, 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 des photocopies. Il y en a qui ne parlaient que l'arabe, il y en a qui parlaient anglais, il y en a qui parlaient français. Ouais, c'est international. Voilà, c'est ça. Et du coup, on apprenait, tu vois. Il y avait des connaisseurs, un peu plus connaisseurs, et il y en a qui apprenaient un peu comme moi, tu vois, ou Jean-Michel aussi, il apprenait. Et donc, ça durait quelques heures, tu vois, mais au moins on avait des textes authentiques, que ce soit hadith sahih ou Hassan. Mehdi, continue sur ton histoire, vas-y. Alors, bon, une veillée religieuse avec Fatah Halab, c'était quoi au juste? Donc, il y avait des rendez-vous qui étaient pris, un message sur le téléphone, voilà, et on peut dire si on vient ou si on vient pas. C'était pas obligatoire, hein. C'est juste, voilà, un rendez-vous à telle adresse, à telle heure, tel jour. Et donc, si tu es dispo, tu arrives, et là, majoritairement, c'est des cours de religion. Mais c'est pas le Coran. Le Coran, il est connu depuis des années. Il y avait des gens entre 25 ans et on va dire 60 ans dans le groupe. Et donc, c'est pas comme... Attends, toi t'as pas connu ça, toi t'es français. Il y avait un groupe qui s'appelait Sharia for Belgium. Ah oui, il est connu celui-là. Ouais. Ah, tu le connais? Bah, il est connu, il est passé à la télé parce que je crois le fondateur avait, je crois déjà c'était un polygame et je sais plus quel problème il avait fait à l'État, mais en tout cas, il avait des demandes. Ce groupe-là, ils ont endoctriné des adolescents, ils les ont formés un tout petit peu et ensuite ils les ont envoyés en Syrie faire la guerre pour Dawlat al-Islam, pour Daesh. Et donc ça, nous, on l'a pas fait. Nous, on cherchait plutôt des gens adultes. Tu vois, on ne voulait pas tromper les gens. Comment ils m'ont trouvé? Par un commentaire. Ensuite, on s'est donné rendez-vous. On a discuté dans un café. Comment on dit ça? Je correspondais, je convenais bien. Ma personnalité leur convenait, même que je n'étais pas pratiquant. Mais voilà.
pour assister à une veillée, à un rendez-vous, pour apprendre, pour un peu débattre de l'actualité de la guerre en Syrie, même aussi de la guerre en Irak ou de la guerre en Afghanistan, tout ça, voilà, on ne demandait pas forcément un salafiste qui prie 5 fois par jour, qui ne commet aucun péché. Non. On veut des gens qui vont apporter quelque chose de positif à la cause. C'est ça le truc. Donc, ça va. Il n'y a plus radicaux. On a déjà trouvé plus intolérants. Et donc, voilà, dans le groupe, il y avait des Belges convertis à l'islam, des Syriens, il y avait un Irakien, il était réfugié. Lui, il avait fait partie de l'armée islamique d'Irak. Un groupe rebelle. On avait aussi Babou, un Afghan, pro-taliban. On avait des supporters de Ahrar al-Sham. On avait des supporters de Al-Qaïda, quand ils ont changé de nom en Syrie, c'était quoi Tahrir al-Sham. Ou bien Tahrir al-Sham, ou bien Al-Nusra. En tout cas, il y avait des supporters de Ansar al-Sharia. Ils n'avaient pas forcément fait le djihad, ils n'avaient pas forcément tué des gens. Il y en a qui, comme moi j'ai pas quitté la Belgique, j'ai pas tué de gens. Mais il y avait des réfugiés de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan ou même des sans-papiers originaires du Maghreb. Et voilà, certains ont fait le djihad pour un groupe ou un autre groupe. Par exemple, pour Soukour al-Sham. Je sais pas si je le dis bien, j'ai pas l'accent, je suis désolée. En tout cas, il y a un truc qui me revient en tête. Quand on parle de groupe djihadiste, quelqu'un qui s'y connaît un peu, il va t'en citer 5. En premier, celui qu'on a connu, c'est Taliban. Ensuite, Al-Qaïda. Ensuite, Daesh. Puis, en Afrique, on a cherché un peu, on a trouvé Al-Shabaab et on a trouvé Boko Haram. C'est ça? Al-Shabaab. Al-Shabaab en Somalie. Ah oui, les Somaliens, ouais, ok. Et donc, c'était quoi leur opinion sur ces groupes? Est-ce qu'ils avaient la même opinion sur les 5 groupes ou quand je dis ils, je veux dire, on va dire la majorité des personnes, du groupe. Ou c'était kiff ou alors il y en avait qui trouvaient trop extrême ou qui étaient pas trop d'accord avec certaines choses. En fait, c'était quoi leur opinion en fait? Nous pensions que nous pratiquions le bon islam. Ouais. Et que dans ces groupes-là, ils faisaient des erreurs. Par exemple. Ah d'accord, donc les 5 groupes, c'était des groupes qui étaient dans l'erreur. Voilà. Par exemple, nous, on ne fait pas d'attentat suicide. Il vaut mieux se battre avec une arme de poing, un fusil, un fusil d'assaut ou quoi. Il ne faut pas se suicider. Bon, mais voilà. Par exemple, Youssef Al-Qaradawi, tu connais? Oui, c'est le directeur de l'Égypte, c'est le numéro 1 en Égypte des imams. Je sais pas comment c'est quoi son titre. En tout cas, c'est la personne la plus écoutée en Égypte. Et l'Égypte, c'est un des pays les plus écoutés dans le monde arabo-musulman. C'est ça. Donc on pourrait dire que Al-Qaradawi c'est un peu un pape, une sorte de pape, en tout cas un grand cardinal de l'islam. Voilà. Et donc Al-Qaradawi dans les années 90, il a justifié les attentats suicides non pas par rapport au suicide lui-même, mais c'est une attaque du pauvre afin de déstabiliser une tyrannie, c'est un gouvernement non musulman, Israël. Pourquoi ça fait un drame total? Pas forcément pour les Israéliens ou pour les Palestiniens. En vérité, le problème, c'est que Israël est gouverné par un gouvernement non islamique, donc un gouvernement tyrannique. Ça, il faut le retrouver dans les écrits religieux, mais tu vois, je sais pas forcément où c'est écrit. Les feuilles, il y a trop de références, mais voilà, ça c'est ce que j'ai appris. C'était quoi votre analyse du coup c'était quoi votre analyse de ce genre de commentaire de Al-Qaradawi?
parce que quelque part il peut pas vraiment le dire de toute façon parce qu'il serait, mais en tout cas on sent bien qu'il trouve convenable, on va dire, le mode opératoire des attentats suicides. En tout cas c'est ce qu'il laisse entendre. En tout cas moi c'est ce que je comprends. Voilà. Et je pense pas être fou. Donc. Non. Et vous en pensiez quoi de ce genre de commentaires parce que tu dis quand même que vous étiez contre les attentats suicides. Suicide, c'est ça. Il y a d'autres moyens de se battre. Et donc voilà, sur ce genre de choses, en fait, il est dans l'erreur. Parce que aucun texte, aucun hadith n'approuve le suicide. Non. Et comme les explosifs n'existaient pas à l'époque, bon, c'est une innovation. Youssef Al-Qaradawi, voilà, il dit que le martyr emmène une bombe quelque part, bon, il doit la porter sur lui pour que ça fasse plus inaperçu. Et puis, à l'endroit précis, il se fait exploser pour attaquer les ennemis. Voilà, lui, il insiste bien sur le fait que le martyr ne pense pas à se suicider lui-même, mais qu'il pense à tuer des ennemis au plus grand nombre possible. Cependant, le fait qu'il se suicide quand même est à prendre en compte, et cela n'est pas acceptable. Mais, comment dire, le suicide apporte des cyanettes, donc des mauvaises actions. Cependant, il est tout à fait compréhensible que si le bienfait de cet attentat apporte davantage de hasanat que de cyanettes, alors cette mauvaise action, tu vois, cette mauvaise action, elle est, on peut dire, détestable, mais pas forcément, elle est compréhensible. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on va pas le faire, mais si c'est justifié et si effectivement cela apporte des bons fruits à l'islam dans le futur, à ce moment-là, c'est compréhensible. D'accord. Donc on peut dire que ton groupe, il considérait que il y avait certains modes opératoires, on va dire, dans les attaques contre des mécréants qui étaient plus ou moins licites. Et ils étaient pas contre finalement quand même le djihad armé, mais voilà, ils avaient quelques réserves sur le mode opératoire de l'attentat suicide. Mais dans le fond, on va dire, ils étaient d'accord avec la philosophie qui est de combattre les mécréants par les armes. Oui, c'est ça. Le djihad armé, on a fait le Fatah Halab, Ahrar al-Sham, Ansar al-Sharia, tous ces groupes-là, ils ont fait le djihad en Syrie. Je ne connais plus la situation actuelle. J'ai pas regardé depuis 2018. Voilà, on a perdu le sud de la Syrie quand Bachar el-Assad a envoyé son armée au sud. Mais maintenant je sais qu'on a fusionné avec l'armée turque et qu'on tient peut-être encore une région. Je crois que c'est Idlib. Ouais. Donc la dernière région. Voilà, donc c'est l'armée syrienne libre. Fatah Halab fait partie de l'armée syrienne libre. Il y a, il y a Al-Qaïda avec nous et il y a l'armée turque avec nous. Voilà. Et Bachar el-Assad et la Turquie et la Russie, ils vont reprendre leur territoire. C'était quoi le problème contre Bachar? C'était qu'il était chiite? Chiite, c'est ça. C'était ça le problème en fait. Oui. C'était pas autre chose. En fait, donc là, on est vraiment dans de la guerre sunnite contre chiite, quoi. C'est vraiment ça le moteur. Il y a plusieurs moteurs. Ah, d'accord. Tout d'abord, il est chiite et il est minoritaire dans un pays majoritairement sunnite. Deuxième moteur, son gouvernement et son armée sont fort répressifs envers la majorité sunnite. Troisième moteur, lors de manifestations pacifiques en 2011, il me semble, lors du printemps arabe, il a envoyé son armée pour assassiner et torturer des sunnites. En fait, il y a eu plusieurs moteurs, et c'est pour ça qu'il y a des petits groupes de rebelles qui se sont créés, et paf, l'armée alaouite luttait à l'arme lourde contre les civils. Alors les civils sunnites ont pris les armes et ont lutté à armes lourdes contre l'armée de Bachar el-Assad. Voilà, mais il y a eu plusieurs casus belli, si tu veux. Enfin, de
de moi, de ce que j'ai appris. Hein. Donc, je ne me suis pas informée sur la situation initiale et tout. Moi, c'est ce que j'ai appris en allant dans des appartements, en assistant à des veillées religieuses. Et est-ce qu'il y a eu un moment où ils ont commencé où t'as senti, on va dire, ou alors où ils l'ont dit clairement, que ce serait bien que vous partiez aider les rebelles syriens? Alors, le truc, c'est quoi? C'est qu'ils cherchaient deux types de personnes. Des gens pour aller faire le djihad en Syrie, parce qu'il manquait d'hommes là-bas. En fait, entre groupes rebelles, on se faisait la guerre, on se faisait des prisonniers. Un groupe qui massacre 2000 prisonniers de l'autre groupe, et puis l'autre groupe qui se venge, qui fait un attentat suicide, qui tue l'état-major du premier groupe. Entre rebelles, en fait, on avait la même, comment dire, je sais pas comment, c'est comme dans un parti politique, par exemple, la France en marche, parce que tu es français, eh bien, il y aurait différentes pensées, et chaque petit groupe va dire aux autres groupes, vous n'êtes pas halal, vous n'êtes pas valable, ou bien vous êtes dans l'erreur, vous faites des choses qui sont interdites, on va vous attaquer, tac, 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 tac. Et là, il y a eu vraiment, tu vois, ce sont des conneries. Moi, à l'époque, j'avais la même pensée que Hamza Ben Laden, les groupes. C'est quoi sa pensée à lui? Voilà, lui, il pensait que les groupes rebelles ou bien les groupes radicaux qui prônent le djihad armé, il y a tout plein de sources dans les écrits religieux islamiques, et donc forcément c'est quelque chose de véridique. Eh bien, ces groupes-là ont le même but, et donc ils devraient voir ce qui les rassemble plutôt que ce qui les divise. Et donc, ils devraient se battre les uns avec les autres contre les gouvernements impies, plutôt que de se battre les uns les autres, parce que l'un crame, par exemple, Daesh, il brûle certains de ses prisonniers, alors que d'autres ont dit, non, moi j'ai trouvé une source, par exemple Ibn Ishaq, qui va dire que le feu, c'est la punition de Dieu, et que personne ne peut punir de telle manière. Donc, si Daesh le fait, eh ben, ce n'est pas islamique, et donc, ce sont des mécréants, et qu'il faut aller les taper. Et d'autres qui vont dire, par exemple, même sur des interdits alimentaires, il y en a qui mangent des fruits de mer, selon mon école de jurisprudence, enfin, mon école juridique, il est interdit de manger des fruits de mer. Tous ceux qui mangent des fruits de mer, ceux-là sont des mécréants. C'est n'importe quoi. Donc les radicaux se battent vraiment les uns contre les autres. Même dans votre groupe, vous étiez comme ça? Non, dans notre groupe ici à Bruxelles, on a accepté des pro-talibans, des pro-Al-Qaïda. On a accepté un peu de tout. Il n'y avait pas de friction? Non. On a discuté par téléphone avec des membres de Daesh qui étaient à Vilvoorde. Vas-y, raconte la discussion. En fait, Vilvoorde, c'est une commune au-dessus de Bruxelles. Et les anciens de Sharia for Belgium, enfin, voilà, ils étaient pro-Daesh, ils ont envoyé des jeunes là-bas. Et on s'est parlé 2 ou 3 fois. Et donc, voilà, on les appelle au véritable islam, avec des arguments. Et on leur dit, voilà, si vous voulez faire le djihad, venez avec nous. On se bat contre Bachar el-Assad. On se bat contre les Kurdes apostats. Parce que les Kurdes qui sont modérés, ils sont apostats. Pourtant, une personne qui va faire la prière 5 fois par jour, mais qui fait pas le djihad par exemple, ou qui va combattre des musulmans, c'est un mécréant, c'est un apostat, c'est un hérétique, enfin voilà. Donc, on se bat contre les chiites, contre les Kurdes, on se bat contre Daesh, qui a détourné la religion. Et attends, il y avait qui d'autre? On se bat aussi contre les vilains croisés occidentaux. Et d'ailleurs, Daesh aussi se battait contre les croisés occidentaux. Mais tout de même, nous,
on était financé par l'Europe et Israël, l'OTAN et Israël. En fait, il y a peut-être pas beaucoup de gens qui le savent, mais le truc c'est quoi? C'est que tu vois, il y a des grandes décisions gouvernementales et tout ça, il y a des réunions, le G18 ou le je sais pas combien, et il y a des décisions pour l'avenir du monde. Et le truc c'est quoi? C'est que plusieurs gouvernements voulaient faire tomber Bachar el-Assad. Et donc ils ont financé des groupes rebelles parce qu'ils ont dit si ces rebelles-là prennent le pouvoir, on leur donne le pouvoir, on leur donne le pays, et après on discute avec eux de l'avenir de la Syrie. Et vu qu'on les a aidés à prendre le pouvoir, peut-être qu'on peut s'implanter là-bas afin d'instaurer la démocratie et les sociétés de consommation et la vision occidentale. Le problème des gouvernements, c'est qu'ils n'ont rien pigé à l'islam. Ils ne comprennent pas. C'est comme les Américains avec les talibans. Ils ont aidé les talibans à combattre les Russes durant les années 80. Ils ont aidé les talibans à gagner. Les talibans, ils ont pris le territoire. Et après, ils ont appliqué l'islam radical, la charia, etc., etc. Et après les attentats du 11 septembre, les Américains, ils ont dit merde, putain, les talibans et Al-Qaïda, ils ont déconné, on va aller leur péter la gueule. Mais, enfin, vous faites des choses et vous ne savez pas ce que vous faites. Vous embarquez dans une cause, si vous ne lisez pas les textes primordiaux, fondateurs de l'islam, vous ne savez pas. Mais même, il y en a qui ont lu et qui ont rien compris. C'est comme la musulmane qui dit que l'islam, c'est l'égalité entre l'homme et la femme. C'est n'importe quoi. Ils n'ont pas compris. Et c'était quoi les rapports avec les femmes? Ils t'ont pas demandé de te marier dans ton groupe? Non, c'était pas forcément... C'était pas le thème, c'était plutôt la guerre. En fait, envoyer des gens pour le djihad, envoyer des gens pour l'humanitaire, et aussi avoir, s'il y a quelqu'un d'intelligent, garder des gens pour devenir des oulémas. Voilà, s'il n'y a pas de ouléma, il n'y a pas de transmission de la religion. Tu vois? Ouais. Mais toi, ils t'ont rien demandé? Ils t'ont demandé quoi, toi? Moi, comme ils m'ont vu intelligent et pas très apte physiquement. Au combat? Enfin, on a déterminé ça au physique. Hein. J'ai pas suivi d'entraînement. Et donc le truc, c'était plutôt, toi, ce serait plutôt intellectuel, apprendre la religion, enseigner et faire progresser la religion et demander aux gens de faire la hijra. Donc toi, ça aurait été ça ton job? Ouais, c'est ça. Et du coup, on t'a formé, t'as pris des cours de religion genre renforcés ou? Non, j'ai assisté au C'était plus un projet c'était plus un projet à moyen long terme, quoi, à l'époque. Voilà, c'est ça. D'accord. Ouais. Avant que Bachar n'aille au sud récupérer son pays qui était aux mains des rebelles. Mais j'ai une question, parce que c'est vrai que la Syrie c'est une chose, mais ça leur est pas venu à l'esprit d'attaquer directement Bruxelles, par exemple? Vous étiez quand même un bon groupe, hein. Je veux dire, à une vingtaine, il y avait quand même moyen d'organiser un truc costaud, quoi. Bruxelles, j'en sais rien. Mais moi personnellement, si je suis, j'essaie de me mettre dans la mentalité. Hein. Si je suis dans un tel groupe, je me dis pourquoi partir à l'autre bout du monde alors que je peux attaquer sur place, quoi. Ou alors ton groupe trouvait que Bruxelles c'était bien, c'était sympa, il y avait pas besoin de foutre le bordel sur place. En fait, l'Europe est un allié plus petit. Je veux juste trouver les belligérants. La guerre syrienne. Ouais, les belligérants, c'est toutes les forces locales, quoi. Il y a les Turcs qui attaquent les Kurdes qui se défendent contre Daesh, Daesh qui veut prendre le plus de possession possible en Irak et en Syrie, la Syrie du coup qui essaye de riposter contre les 10 rebelles de Daesh, l'Irak qui veut aussi riposter contre Daesh aussi du coup, enfin le gouvernement irakien chiite en tout cas. L'Iran qui a des intérêts avec les chiites mais de loin parce qu'ils sont pas attaqués de manière frontale.
Et ensuite, t'as toutes les puissances régionales qui observent la situation, et t'as l'Europe qui est alliée des rebelles entre guillemets syriens qui veulent reprendre le gouvernement syrien. J'imagine que j'ai bien résumé, mais dis-moi si j'ai loupé un truc. Et puis t'as les Américains qui veulent qui sont aussi avec l'Europe du coup. Enfin en fait c'est plutôt les puissances de l'Ouest. Et t'as la Russie qui est pas directement alliée des chiites, mais en tout cas qui est alliée directement avec Bachar el-Assad. C'est ça. Et du coup qui attaque Daesh. Qui attaque Daesh, qui attaque les Kurdes qui veulent leur indépendance, et qui attaquent l'armée syrienne libre. Ouais, en gros, les Russes, eux, ils sont contre, enfin, ils sont vraiment, il faut les voir comme une extension, le bras armé de Bachar el-Assad, on va dire. C'est ça. On va dire Bachar, il a son armée à lui, et les Russes dans l'autre. Il a les Russes et il a l'Iran aussi. Les Iraniens ont débarqué en Syrie. Oui, parce que je crois il y avait comment on appelle ça, la branche armée du. Il y avait les révolutionnaires islamiques. Il y avait. Bref. Il y avait le Hezbollah, il me semble. Ouais, le Hezbollah, ouais, bah c'est ça. Ouais, voilà, je cherchais. Alors, donc il y a les Alaouites, premier clan, l'armée syrienne libre, les rebelles, YPG, les Kurdes. Et quatrième belligérant, l'État islamique. L'État islamique, je regarde, oui, il est vraiment tout seul, en fait. Voilà. Aucun soutien. Et nous, je vais te dire qui nous a soutenus. Bah, l'État islamique sont soutenus en sous-main par les musulmans intégristes européens et puis je pense aussi tout ce qui est un peu salafiste et intégriste dans le monde musulman aussi, hein. L'État islamique, ils sont pas seuls, quoi, je veux dire. Enfin, ils sont seuls par rapport aux autres acteurs que tu as cités, évidemment, mais. Oui. Il y a aucun disons qu'ils ils ont pas un soutien gouvernemental, c'est ça. Ils ont un soutien des populations musulmanes dans le monde, quoi. Alors, je regarde vite fait. Ahrar al-Sham, eux, ils étaient très puissants. Jaish al-Islam aussi. Front al-Nusra, il est de notre côté. Fatah al-Sham, d'accord, ok, bon. Al-Qaïda est de notre côté. Alors, il y a eu qui Harakat Nour al-Din al-Zenki. On a combattu avec eux, tranquille. Mais quand tu dis on a combattu, vous faisiez quoi? Vous envoyiez de l'argent? Ah non, enfin, je veux dire, les gens qui étaient sur place en Syrie, ce sont des copains, tu vois. Ah, genre, ouais, ok, d'accord. On est dans le même camp, c'est ça. Ouais, vous aviez des potes à vous qui étaient partis. Voilà. Attends, je regarde. Là, on me met Turquie. Comment ça, Turquie, ouais. Et les autres, l'OTAN, Israël qui nous a quand même bien aidé à tenir. Israël a aidé les rebelles à tenir le sud du pays. On n'aurait pas tenu aussi longtemps sans Israël. Et moi, je ne retrouve plus Israël. Et comment ils vous aidaient? Ils envoyaient des armes au groupe rebelle? Ils bombardaient en fait les Alaouites. D'accord. Ah ouais, ok. Celle-là, je l'avais loupé celle-là. Ok, d'accord. Ah ouais, j'étais pas au courant qu'Israël était intervenu contre Bachar, mais de manière aussi directe, quoi. Parce que les Européens, tu me rassures, tu confirmes que les Européens n'ont pas attaqué directement Bachar el-Assad. Ils ont attaqué indirectement, ils ont formé des troupes sur place. C'est ça. Mais ils ont pas. Par contre, les Européens ont attaqué directement l'État islamique. Ils ont bombardé les positions. L'Amérique, l'OTAN, l'Europe, Israël, ils ont bombardé l'État islamique. Ah merde, la coalition, oh, ils ont changé de camp. Maintenant, ils aident les Kurdes. Tu vois? Ça fait peut-être 2 ans que je me suis pas informée. Voilà. La coalition a changé de camp. Au début, ils nous ont soutenus. Comme on n'a pas gagné, ils soutiennent, les Kurdes. Comme ça, ils auront peut-être leur indépendance. Je voulais savoir aussi, ce que vous pensiez des mosquées en Europe. Alors, nous n'allions pas à la mosquée et nous préférions, prier à la maison. Parce que les mosquées en Europe sont payées, sont financées par le gouvernement et que du coup, on ne peut pas dire tout ce que l'on veut et on ne peut pas prêcher du Coran toutes les sourates. Par exemple, la 8 ou la 9, ce sont des sourates médinoises qui prônent le djihad, qui prônent l'esclavagisme, les massacres et tout ça. Ben, en Europe, tu peux pas le faire. T'as pas le droit ou ce serait mal vu? Non, hein, le premier imam qui fait ça, il y a sa mosquée qui ferme et lui, il a un procès au cul.
Ah, d'accord. Ah oui, c'est réglementé. Hein. Et donc, on préférait plutôt écouter des savants égyptiens ou saoudiens ou irakiens, là où les pays sont un peu plus libres islamiquement de prôner l'islam en entier. Quoi. Même au Maghreb, en fait, ils sont pas libres. Hein. Le premier qui prône le djihad, qui dit à ses fidèles, sortez dans la rue et attaquez les mécréants, où que vous les trouviez, ben, celui-là, il y a sa mosquée qui ferme. Parce que ça fait pas une bonne pub pour son pays. Et le Maghreb, ils sont un peu orientés tourisme, Europe. Voilà, ils sont un peu civilisés. C'est pas comme au Pakistan où, par exemple, ils s'en foutent. Eux, c'est un des pays où les fidèles sont plus enragés après avoir quitté la mosquée qu'avant avant y être entrés. Tu vois, ils sont calmes avant d'entrer à la mosquée. Et après le prêche, quand ils sortent, ils sont furieux et ils veulent buter du mécréant. Pas à tous les coups, mais ça arrive suivant le prêche. Et du coup, à cause de ça, vous étiez contre les mosquées européennes. En fait, vous les voyez comme des vendus, quoi. Ouais, c'est ça. Alors que l'Europe, des citoyens européens ont peur et ils disent que les mosquées européennes sont financées par les frères musulmans, par l'Arabie Saoudite, par les salafistes. Tu vois, ils ont peur, ils disent oh là là, ça radicalise les gens. Et nous, on disait comme tout l'islam n'est pas inculqué dans ces mosquées, nous n'allons pas là-bas. Voilà, ce sont des hypocrites. En islam, un hypocrite, c'est celui qui pratique une partie de l'islam, mais pas tout l'islam. Tu vois? Ça aurait été quoi une prêche interdite chez vous? Enfin, une prêche que vous auriez pas pu faire passer dans une mosquée? Expliquer la sourate 8 ou la sourate 9, par exemple. Les sourates qui prônent du coup le djihad contre les mécréants. Voilà, le djihad, les massacres. Tu sais qu'en France, je me rappelle des prêches à la mosquée, ils nous parlaient du petit djihad et du grand djihad, le djihad spirituel. Vous en parliez de ça aussi Parce que tu vois de quoi je parle. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a plusieurs djihads. Il y a le djihad spirituel, l'effort que tu fais tous les jours, tu te dis tiens, par exemple, je vais faire les courses. Ah, il fait chaud, j'ai pas envie de sortir. Mais je vais quand même sortir, il le faut. Voilà, le petit djihad, le djihad spirituel, le djihad défensif, par exemple, défendre l'Afghanistan ou l'Irak quand les croisés mécréants sont arrivés pour buter du musulman. Le djihad offensif, ça, on l'aurait fait s'il y avait eu un émirat islamique en Syrie dirigé par un émir. En fait, Daesh, il voulait faire un califat islamique dirigé par un calife, et Fatah l'armée syrienne libre ou des mouvances du groupe, vu ils ont pas tous les mêmes idéaux politiques. Dans l'armée syrienne libre, il y avait des groupes plutôt modérés et des groupes plutôt radicaux. En fait, c'était l'armée syrienne libre. Il y a plusieurs groupes dedans, et Fatah il me semble que c'était une chambre d'opération. Donc, ils sont plutôt militaires. Et dans Fatah Halab, il y a plusieurs groupes. Mais eux, ils sont plutôt radicaux. Et c'est quoi qui vous manquait pour avoir l'émir? À quel moment vous vous seriez dit, dans votre groupe là, vous étiez une soixantaine, à quel moment vous vous seriez dit, c'est bon là, on a l'émir là? Non, nous, à Bruxelles, on était un petit support, on était un tout petit avant-poste. Fatah Halab, en Syrie, c'est des milliers de personnes, des milliers de combattants. Du coup, vous étiez avec eux, entre guillemets. Oui, c'est ça. C'était des dizaines de groupes et des milliers de combattants. Même c'est à quel moment que ce groupe, vous seriez dit, c'est bon là, on a le califat en place, on peut se lancer dans le djihad armé en Europe. Enfin, évidemment, c'est jamais passé là. On parle de choses totalement. On entre un peu dans un univers parallèle, mais je veux dire, ça aurait été quoi les conditions requises pour que là vous vous seriez dit. Après, évidemment, vous l'auriez peut-être pas fait parce que vous seriez, vous auriez eu peur ou quoi. Mais je veux dire, à quel moment, en tout cas, rationnellement, vous seriez dit, c'est bon là, on est prêt à le faire là. En fait, qu'est-ce qui manquait? Pour Daesh ou pour le califat ou notre émirat ou même un groupe qui voudrait faire un sultanat dirigé par un sultan. Ouais. Le truc, c'est quoi? C'est qu'il faut d'abord avoir un territoire dirigé par la charia. D'accord. Et il faut savoir le pérenniser face aux attaques extérieures.
Mais à quel moment il est pérennisé pour vous? Parce qu'en vérité, un territoire, il est jamais pérennisé. Je veux dire, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est au bout Par d'un an, de exemple, 10 ans? Est-ce qu'il y a il y a une durée? Est-ce qu'il y a un après les conseil qui se attaques terrestres, réunit et qui dit c'est bon là, on est prêt? ah oui, Enfin, il y avait un conseil, un council, Sharia council en anglais, là, j'ai souvent entendu, quoi. d'accord. Mais voilà, par exemple, un État souverain comme l'Arabie Saoudite, Ouais. il n'est pas attaqué, donc il, sa politique peut être, comment dire, peut se mettre en place plus calmement. Daesh, ils ont pris un gros territoire. Ouais. Ok. Donc vous avez déjà la Ensuite, première. Al-Baghdadi, le calife autoproclamé, Ouais. Mais ils là, sont tous autoproclamés si tu veux. ça dépend. La famille Saoud, ils sont autoproclamés, j'ai envie de te dire, tu vois. Un Oui, mec dans la rue en Arabie Saoudite, il peut pas dire maintenant c'est moi le roi du. Tu vois ce que je veux dire? oui, Finalement, oui, les je rois vois. sont tous autoproclamés. Tout le monde. C'est le fait que le peuple ferme sa bouche qui fait que tu vois la logique. Oui, oui, je vois. Mais peut-être que, par exemple, pour notre émir, il y aurait eu un conseil de la charia et D'accord. il y a plusieurs cheikh ou plusieurs oulémas qui auraient voté pour quelqu'un. D'accord. Ouais, bien que le vote soit interdit, mais voilà, ils choisissent et alors on dit celui-là serait un bon émir, boum, on le met à la tête de l'émirat. D'accord. Et donc lui, il aurait été à la tête de l'État et il y aurait eu des ministres, des oulémas, des cheikhs et tout ça. D'accord. Et hop, on aurait organisé un djihad défensif contre les attaques extérieures, donc contre les attaques de la Syrie, des alliés russes et iraniens. Et si on avait su protéger les frontières et pérenniser cet émirat, au bout de quelques années, ben, le djihad offensif, tu sais que c'est aller aux frontières de ton État et de capturer des territoires qui ne sont pas encore soumis à la charia. En fait, D'accord. comme la progression du califat Rachidoun, comme la progression du califat Omeyyade, du Mhm. califat Abbasside, c'est exactement la même chose. Oui, un califat ne s'arrête jamais de grandir, quoi. Enfin, De le grandir, but du mais califat, c'est de grandir sans arrêt, ouais. Ouais. c'est ça. Mais il pousse sur ses frontières. Il fait pas une petite métastase ailleurs. Par exemple, on Mhm. n'aurait pas attaqué l'Islande comme ça, D'accord, ok, ok. Donc là, votre but parce premier, qu'il n'y c'était de a. prendre la Syrie, en fait. C'est ça. D'accord. Voilà. Et ton groupe, rappelle-moi le nom de ton groupe? Alors, la chambre d'opération, c'est Fatah Halab. D'accord. Et Fatah Halab, est-ce qu'ils avaient je sais qu'ils avaient pas un émir qui avait été désigné encore, mais est-ce qu'ils avaient quand même quelqu'un à sa tête? Ou Oui, c'était pas, oui, ah si, quand même. dans tous les groupes, il y avait quelqu'un à la tête. Et c'était qui, Et là? même, ouf, il y a trop de noms, il y a trop de noms. Ah, il y en a plein qui sont Euh, passés. non, D'accord. attends. Il y a juste trop de noms, c'est ça le truc. D'accord. Mais comment est-ce que une personne elle se retrouve parce qu'il y a c'est pas comme à l'armée, tu vois, c'est pas t'es sergent, après t'es lieutenant, après t'es colonel. Comment est-ce que tu deviens à la tête d'un groupe? Euh, Par exemple, quelqu'un qui est le CREI. D'accord, oui, ouais, forcément. Ok, ouais. Si toi Euh, demain avec ton pote tu décides de créer un groupe, tu dis je suis le chef et puis qu'ensuite il y a des gens qui vous rejoignent, ouais, c'est toi le leader naturel, c'est sûr. Mais d'accord. Et donc il y a eu un créateur de Fatah Halab alors. il me semble que c'était Je vais vérifier. Hein. Non mais c'est pas grave, c'était pas. Attends, Et vite bah alors en fait. Belgique déjà, dis-moi. En Belgique, c'était qui votre chef? Il n'y avait pas Chef de italien. chef. Il y avait les profs. Bon, ils étaient Ah oui, 5, hein. d'accord. Vous aviez 5 profs. Ouais, c'est ça. Et parmi les Et profs, il n'y avait pas un chef des profs, quoi. Ils non. étaient tous égaux. D'accord. Voilà, c'est ça. Et vous étiez les élèves. Ouais, ceux qui apprennent. Mais par exemple, si on était plus calé qu'un prof sur un sujet, D'accord. on pouvait en discuter, on pouvait l'instruire. D'accord, ok, C'est ouais, assez ok. libre, voilà. D'accord. Chacun apporte sa Les connaissance. frontières étaient poreuses. Ouais, ok, d'accord. Voilà. Alors, un des chefs principaux, c'était Yasser Abdelrahim. Il est Mais devenu quoi, lui? attends, je clique parce que voilà, par exemple, Yasser Abdelrahim, lui, on lui a jamais parlé, tu vois, parce D'accord. qu'il était trop dans la hiérarchie. On a parlé, Même vos profs, ils lui ont jamais parlé. non, c'est ça. On a D'accord. parlé à des membres là-bas, on les a aidés, on a fait passer des gens par le sud. En fait, au départ, les djihadistes
qui viennent pour Daesh, pour Al-Qaïda, pour nous, pour les autres, ils passent par la frontière turque. D'accord. Mais la frontière turque a été fermée. L'Europe, la Russie, ils ont bien serré la vis. Et les Turcs, ils ont dû fermer, tu vois. Ouais. Alors ils étaient un peu... les gens, ils disent, comment est-ce qu'on va ravitailler? Parce qu'il y a des gens qui meurent en Syrie et on perd des hommes. D'accord. Il faut il faut du sang neuf, quoi. Voilà. Le truc, c'est quoi? C'est que il fallait quand même ravitailler en hommes. Et donc, on a fait passer des gens par l'Arabie Saoudite. Il y a une route qui part de Riyad, qui traverse la Jordanie et qui va en Syrie jusque Damas. Voilà. Donc là. Mais Damas, c'était sous le contrôle malgré que c'était sous le contrôle du président syrien, oui, vous arrivez. La route va jusque Damas, mais nous, on n'avait pas le contrôle de Damas. Oui, ok. Je crois que le plus proche qu'on a eu, c'était Yarmouk, un camp de Palestiniens. Et eux, on a essayé de les libérer. Nous, on est arrivés en 2012. Je vais te raconter l'anecdote. Vas-y. Bon, c'est pas du tout avec moi. Je m'en doute. Ouais. Vas-y. Fatah Halab est arrivé au camp de Yarmouk en 2012. Ouais. Et ils ont dit, voilà, nous sommes les bons musulmans et nous venons vous libérer de l'emprise de Bachar al-Assad. Là, les Palestiniens ont dit, nous, on vit bien ici et on n'a rien contre le président. Donc, on vient pas vous aider et on veut pas être libéré. Alors on leur a dit, voilà, il est alawite, c'est un chiite et il n'a pas sa place en Syrie, voilà, ça doit être sunnite, patati patata. Et du coup, ils nous ont accueillis à coups de mitrailleuse parce que les pauvres petits Palestiniens qui peuvent pas rentrer chez eux, mais ils sont quand même sacrément bien armés. Donc voilà, on leur a fait la guerre, on a partiellement gagné. Vous avez fait la guerre contre les Palestiniens? Ouais, contre les Palestiniens de Syrie. En gros, vous vouliez prendre de force leur camp, quoi. Non. On est venu les libérer. Oui, enfin, au début, ils voulaient pas de manière gentille. Avec des coups de mitraillette. Ok. Oui, ok. Si vous nous attaquez, vous êtes des mécréants, on va vous le faire payer. D'accord. Putain. Ensuite, en 2015, comment c'est à faire? Je t'explique. En 2015, Daesh arrive, et exactement comme nous. Bonjour Yarmouk, nous sommes Dawlat al-Islam, nous sommes les pieux musulmans. Nous venons vous délivrer du joug du tyran Bachar al-Assad. Encore, ils disent non, on n'a pas de problème avec Bachar al-Assad, et ils tirent à la mitraillette sur Daesh. Alors Daesh se fâche et ils disent, vous êtes des apostats, vous êtes destinés à l'enfer. Nous allons vous faire payer votre témérité. Et Daesh, il patauge. Voilà, les Palestiniens se sont vraiment bien défendus. Et pour cet épisode-là, on s'est allié à Daesh pour bien casser la gueule aux Palestiniens. Voilà. Et vous avez réussi? Oui, on a pris 2/3 du territoire. Wow. Voilà. Et tu penses qu'il y a eu des exécutions ensuite ou après ça s'est calmé, vous avez juste pris le territoire? Tu sais, il y a toujours des revanches on a tué des prisonniers, on a tué beaucoup. Hein. Ils avaient égorgé un jeune Palestinien de 13 ans. Est-ce que c'était à Yarmouk ou pas? Qu'est-ce qu'il avait fait? C'était un résistant palestinien. Ouais, c'était vraiment une exécution politique, quoi. C'était pas lié. Il avait rien volé ou. Il avait attaqué. Ouais, voilà. Son crime, c'était de se défendre, quoi. Ouais, c'est ça. Attends, je vais essayer de retrouver ça. Moi, tu vois, je me suis pas informée. C'est pas grave. Ça fait peut-être 1 an et demi, j'ai lâché le truc. Non. Et du coup, en Europe, du coup, vous étiez. Est-ce qu'il y avait, vous étiez le groupe numéro 1 dans votre genre? Non, mais on n'est pas connus. Tu demandes Fatah Halab à quelqu'un, ils ne connaissent pas. C'était qui les numéros 1? Daesh, ils ont bien recruté. Non, mais en Europe, Daesh, ils avaient des groupes, des cercles comme le vôtre? Oui, Oui, D'accord. Et vous les aviez rencontrés ou jamais? Il y avait des interactions entre vos groupes? À Bruxelles, par exemple. Je te parle à Bruxelles. Mais à Bruxelles, il y avait des groupes, des cercles comme le vôtre avec Daesh. Un seul. Il s'appelait quoi?
Sharia for Belgium. D'accord, donc Sharia pour Belgium, c'était la branche bruxelloise de Daesh. Ouais, c'est ça. Voilà. Et c'était quoi vos rapports avec eux, tu peux raconter? Oh, 2, 3 appels téléphoniques. Ouais. Voilà. Des conf calls, quoi. Voilà. On les a appelés à faire partie de notre groupe en leur disant que nous sommes les bons musulmans. On leur a donné en argumentant, tu vois. Par exemple, on ne brûle pas, voilà, les prisonniers. Ils ont brûlé certains prisonniers. Nous, on a dit nous, on ne le fait pas parce que l'islam dit que le feu est le châtiment divin. Mais eux, ils l'ont fait. Pourquoi? Parce qu'ils appliquent la loi du talion. Il y a un soldat qui lance un missile. Ouais. Oui, mais regarde. Par exemple, des soldats turcs ont frappé sur Daesh et ils ont lancé des missiles high explosive. Voilà. Et ça brûle. Il y a du feu. Et donc, du coup, quand Daesh a attrapé les soldats turcs, eh ben, ils les ont immolés. La loi du talion. Vous avez brûlé des musulmans, nous vous brûlons. Pourquoi? La loi du talion. C'est halal? La loi du talion est halal. Ouais. Ah d'accord, ok, je savais pas. D'accord. Voilà, leur point de vue, ce n'était pas d'appliquer le châtiment divin, non. C'était d'appliquer la loi du talion. C'est un peu comme pour les attentats suicides. Le but n'est pas de se suicider. Le but est d'apporter un explosif quelque part et de le faire péter. Mais pour que ce soit discret, il faut le porter sur soi. C'est ça le truc. Nous, on ne le fait pas, mais Daesh le fait. Et voilà, quoi. Mais, donc... du coup, ils ont réagi comment à votre petit exposé? Du coup, Daesh nous ont donné leur argument et ils nous ont dit, voilà, vous devez faire partie de Dawlat al-Islam, qui est dirigé par un calife. Voilà, entre parenthèses, les musulmans qui meurent à une époque où il n'y a pas de calife, ils vont en enfer. Et donc le calife sauve les musulmans de l'enfer. Oh, putain, ça je savais pas. Il faut toujours un calife. Ah, ça c'est un hadith. Si je le retrouve, je te le donne. Ouais, vas-y, tu me l'enverras. Alors, donc là, de nos jours, les 1,5 milliard de musulmans, ils sont censés aller en enfer parce qu'il n'y a pas de calife, selon ce hadith. Voilà. Ouais. Okay. Et donc du coup, nous on n'était pas d'accord. On leur a dit voilà, nous sommes les vrais musulmans, vous êtes des faux musulmans. Ils nous ont dit la même chose. Donc au départ, on est courtois, on donne les arguments, on discute tranquillement. Ensuite, il y a la divergence, on s'insulte, vous êtes des mécréants, vos parents sont des juifs, vous êtes des apostats. Ah oui, par exemple, dans tous les coups les juifs. Fils de juif maudit. Le juif est maudit en islam, ou bien ta mère est une chrétienne égarée. Voilà. Il n'y a pas de fils de pute. En arabe, il le disait. Parce que je sais au Maroc, ils aiment bien l'insulte haram ala al-lihoud. Voilà, fils de juif. juif. Ils vous ont dit ça? Trop drôle. Voilà. Il n'y a pas de fils de pute, il y a des fils de juifs. D'accord. Ça fait plus mal. Ou bien fils d'apostat. Oh non, 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 pas mes parents, non, non. Donc voilà, ça blesse vraiment très fort. Et du coup, et eux, ils vous reprochaient quoi? Parce que vous leur reprochiez des choses, mais eux, c'est quoi qu'ils vous reprochaient? De pas les rejoindre ou? De pas les rejoindre, de ne pas se battre sous la bonne bannière. D'accord. De combattre les musulmans véridiques, de ne pas avoir de calife ou d'émir. Voilà quoi. Eux, ils sont bons, et tous ceux qui sont pas dans leur groupe sont forcément égarés. D'accord. C'est ça le truc. Voilà. Et vous répondiez à quoi au fait que vous n'aviez pas de calife? C'est un bon argument, ça, quand même. Oui, dès qu'on aurait un petit territoire, on va... Ah ouais, c'est l'histoire du territoire. Ok, logique. Un territoire. Mais, comment dire, pas un petit territoire où, limite, l'armée de Bachar al-Assad, elle peut vite reprendre le territoire, et là, il n'y a plus rien. Si on sait garder nos frontières, là, on peut placer un émir dans une situation relativement sereine. C'est ça le truc. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que vous n'avez pas fusionné avec Sharia for Belgium. Bah non, c'était deux idéologies. On se battait limite un peu. C'est la même idéologie, mais eux, ce sont des concurrents.
C'est très compliqué. Mais à aucun moment vous vous êtes dit dans votre groupe c'est dommage parce que les deux groupes auraient fusionné, ça aurait fait un sacré monde. Hein. À aucun moment vous vous êtes dit faudrait mettre un peu d'eau dans notre vin. Et on obéit à qui? On obéit à Yasser Abdelrahim ou on obéit à Abou Bakr al-Baghdadi. D'accord, ouais, bah, c'était cuit dès le début, quoi. Vous aviez chacun votre chef. Chacun a vraiment, voilà, quoi. Il y en avait des gens dans votre groupe qui étaient qui étaient assez chauds pour aller fusionner, ou vous étiez tous unanimes sur le fait que c'était une idiotie? Pardon? Attends, comment ça? Est-ce que dans ton groupe, il y en avait quand même qui auraient été motivés à l'idée de fusionner, ou vous étiez tous d'accord pour dire que il fallait pas fusionner avec Sharia for Non, il fallait Belgium? pas fusionner, il fallait faire. En fait, Sharia for Belgium, c'est un petit groupe belge, tu vois. D'accord. Ouais, mais ils sont plus gros, ils étaient plus gros que vous, quoi, quand même. Oui, mais D'accord. en fusionnant avec Sharia for Belgium, l'idée c'est de fusionner avec Daesh. D'accord, ok. Ouais, En fait, vous auriez pas Sharia juste for fusionné. Belgium, c'est le petit groupe de Daesh en Belgique. Et nous, on était le tout petit groupe, le petit groupe de l'armée syrienne libre ou même de Fatah Halab en Syrie. D'accord. Voilà, c'est ça le truc. Nous, Ok. on recrute pour l'armée syrienne libre et Sharia for Belgium, ils recrutaient pour Daesh. Voilà. Et donc, eux, ils étaient à Vilvoorde et nous, on était à Bruxelles, juste en dessous. On peut enchaîner sur et c'est après ça que t'as commencé à avoir des doutes du coup sur l'islam alors. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que à un moment donné, il y a un collègue qui se réjouissait. Et il a dit à un moment donné, voilà, dans 60 ou 70 ans, il croyait fort à la réussite de l'Émirat. Et il a dit, voilà, on va grappiller des petits territoires, on va repousser nos frontières, et dans 60 ou 70 ans, nous mettrons le drapeau islamique, enfin, la bannière islamique, en haut de la Tour Eiffel, ou en haut du Palais Royal de Bruxelles, ou en haut de l'Atomium. Enfin voilà, on va pousser et on va conquérir l'Europe, l'Asie, la Chine. Voilà. Et là, en fait, là, mon front est tombé. Et je me suis dit, ce qu'on est en train de faire en Syrie, appliquer l'islam radical, tu vois, est-ce que moi je veux ça pour l'Europe? Est-ce que moi je veux ça pour la Belgique, là où je vis? Et là, je me suis dit, non, on est en train de foutre la merde quelque part. Enfin, eux, ils sont nés dans un pays islamique. Ils doivent connaître l'islam, ils doivent connaître la charia, ils doivent connaître, eux, c'est leur culture. Donc, normalement, ils peuvent s'y soumettre assez aisément, tu vois. On a qu'à leur montrer les textes et ben, ils ferment leur gueule. Mais pour un pays occidental, pour un pays laïque comme la Belgique, est-ce que je veux de ça? Là, c'était un coup de massue. Là, je me suis dit non. Que le monde musulman soit radical. Moi, je veux bien participer à leur donner le monde musulman, le Maghreb, l'Égypte, le Pakistan, ce qu'ils veulent. Mais islamiser l'Europe, là, je suis pas du tout d'accord, parce que c'est pas une religion de paix, d'amour, de tolérance. Aucune religion n'est bonne. Tu t'en rendais déjà compte à l'époque? Oui, hein. En fait, je connaissais un peu l'histoire islamique et avec eux, j'ai très bien appris. Ouais. Mais le truc, c'est quoi? C'est que voilà, j'ai bien accepté l'islam. En fait, l'islam a été fait à une autre époque, à un autre endroit. C'était une autre culture, ils avaient des autres coutumes. Donc, les massacres, d'accord. Les razzias, d'accord. L'esclavagisme, d'accord. C'était une autre époque. Nous aussi, les Européens, on a fait des massacres, on a fait des razzias, on a converti les Sud-Américains de force au christianisme, tu vois ce que je veux dire? Et donc, que la religion se propage exactement comme ça, j'ai été un peu familiarisée, tu vois. Mais du coup, que ça arrive en Belgique, chez moi, je me suis dit non, on va y avoir le bordel chez moi. Tu vois un peu? Je suis pas une bonne personne. Foutre la merde ailleurs, j'étais d'accord. Une fois que les problèmes ils arrivent chez moi, tout à coup, je me suis dit merde, c'est trop déconné. Je peux pas. Tu vois, je suis un gros salopard. L'islam, j'en voulais bien ailleurs, mais déjà, intrinsèquement, je le voulais pas chez moi. Saloperie. Tu vois, je suis un sacré personnage.
Voilà. Bon, le problème, c'est qu'ailleurs, ils aiment bien l'islam. Du coup, tu devais te dire, bah, si vous aimez bien le truc, allez jusqu'au bout de votre idée, quoi. Voilà, Moi, c'est je la ça. comprends, la logique, quoi. Les musulmans, enfin, dans les pays arabes, y a pas de souci, hein. Eux, l'islam, ils adorent ça, hein. Il faut pas... Oui, Évidemment, voilà. il y a une fraction d'apostats et de non-musulmans, je veux dire, mais honnêtement, faut être honnête, l'écrasante majorité, adore la religion musulmane, quoi. Je veux dire, ils C'est ont, ça. enfin, voilà, donc, d'ailleurs, c'est les seuls endroits où le fait d'être un parti musulman, c'est déjà tout un programme, tu vois, t'as même rien à dire d'autre, que t'as déjà la moitié des votes, quoi. Donc Exactement. ouais, mais du coup ouais, tu te disais bah ouais, en gros tu disais bah il faut soyez en accord avec vous-même et je vais vous aider à l'être, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, bien, bien. Voilà, bien résumé. Et du coup, je me suis dit aussi, en pensant à mes amis musulmans ici en Belgique, Mm, vous demandez plus d'islam, vous demandez plus de droits, vous demandez un statut particulier, mais vous ne savez pas. Vous êtes des ignorants. Vous n'avez pas appris ce que j'ai appris. Vous ne mm, savez pas. Je veux pas me mettre en avant, tu vois, mm, en étant connaisseur ou quoi, mm, mais un musulman ici en Belgique, tu vas lui dire que l'islam s'est répandu par l'épée, par le sang, par les razzias, il va te dire non. mm, mm, Et donc, je me suis dit, ces gens-là, ils savent pas ce qu'ils demandent. Ils mm, savent pas ce qu'ils veulent. Quand ils vont avoir l'islam ici, en Belgique, ils vont s'en mordre les doigts. mm, mm, Je veux pas ça pour mon petit pays, pour mon petit confort. Je suis bien content d'être en Belgique. Je suis bien content d'être dans un pays laïque où, par exemple, le christianisme ne peut pas écraser les autres minorités religieuses. mm. Merci à la laïcité. Tu vois, j'étais quand même, en fait, j'étais quand même réfléchi. J'ai eu une éducation. J'étais à l'école ici, tu vois. On m'a Ouais, t'as appris été la touché par méthode la laïcité, ouais. scientifique, la laïcité. On m'a appris à vérifier mes sources et tout ça. Mhm, Voilà, j'ai pas été, je suis pas un petit benet musulman mm, qui n'a aucune connaissance, qui n'a aucune culture. Et donc le truc c'est quoi? C'est que le premier truc qui m'a fait un peu m'éloigner, c'est que je me suis dit si ça réussit, c'est un peu mal pour moi. L'avancée de l'islam, c'est un risque pour moi. mm. L'Europe et le monde en général. J'ai même pas pensé aux chrétiens ou aux apostats inter-islamiques. À ce moment-là, voilà, j'y pensais pas. Oh là là, les pauvres. Je m'excuse maintenant, je m'excuse. Et donc le truc, c'est quoi? C'est que j'étais en accord en fait avec quelle est la meilleure communauté. Mm. Quand tu demandes ça à un musulman, il te dit c'est les contemporains du prophète Mohammed. Mhm, Mais alors, qu'est-ce que c'est? C'est une copie de la vie de la péninsule arabique au 7e siècle. mhm, On doit copier ce que ces gens faisaient. mhm. On doit vivre comme eux. On doit les imiter. Est-ce que moi je veux ça pour le monde? Est-ce que moi je veux ça pour le 21e siècle? Ça, oups, là je me suis dit non. Non, non. Quand tu as mal au ventre, boire de l'urine de chameau, je doute que ça fonctionne. Vous avez déjà tenté entre vous? Non, non. Non, mais ça Si fait t'étais partie de venu la avec une vie. canette d'urine de chameau, est-ce que tu penses que tes potes ils l'auraient bu? En ayant mal au ventre? Tu sais, parce qu'ils en vendent en Arabie Saoudite des Oui, canettes. oui, oui, oui. Est-ce que genre, si tu l'avais ramené comme un souvenir de vacances, tu penses qu'ils l'auraient bu ou ils auraient quand même dit vas-y, qu'est-ce que tu fais? Euh... Non, je crois que... Enfin voilà, ils auraient un peu bien cherché. Voilà. Mais ça me rappelle un truc. Il y a un gars qui est tombé sur un hadith. Mhm. Et ce hadith, il disait, si vous mangez cette date à joie le matin, Mhm. Ouais, ouais. vous serez immunisé contre les ensorcellements et l'empoisonnement Mhm. durant toute la journée, jusqu'à ce que vous vous couchiez. Mhm. Eh bien, lui, il a acheté des dates à joie. Ouais, Oui. vas-y. Le truc, c'est quoi? C'est qu'il était avec des copains. Ils sont restés avec lui toute la journée. Le matin, Mhm. il en a mangé 7. Ils l'ont filmé, hein. Mhm. Le soir, vers 19h, Mhm. il a pris un produit ménager Oh putain, ouais. et il l'a bu.
Et il a dit, regardez, filmez-moi. Ouais. J'ai mangé des dattes à joie. Je suis immunisé contre les ensorcellements et contre l'empoisonnement toute la journée, jusqu'à la soirée. 5 minutes plus tard, il était mort. Oh putain, c'est pas vrai. Et ses copains, Ouais, comme quoi la connerie tue. Hein. et le pire, ses copains qui le regardaient et qui lui disaient, je sais pas trop ce que tu fous, hein, mais tu arrêtes tes conneries là, tu te lèves, hein. On te filme, tu n'as pas honte. Ah, c'est quoi cette mousse qui sort de ta bouche? Comment tu fais? Putain, c'est chaud. Et c'était dans quel pays ça? Belgique, Bruxelles. Oh putain. C'était des gars de ton groupe ou? Un gars de mon groupe. Oh putain, oh putain. Ah, vous étiez une sacrée bande de tarés. Oh là 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 là. Et Ok, les oh autres, putain. c'était Mais je le des connaissais putains. ce hadith, mais je pensais pas qu'il y avait un type qui était parti tenter l'expérience. Sachant que le prophète, il est dit qu'il a été empoisonné par une juive, tu vois. Donc C'est ça. le prophète, il aurait dû commencer lui-même par tenter sa petite thérapie aux dates, quoi. Ah non, Ça doit- non, mais il l'a fait. Il Ah, déjeunait il tous les l'a. matins. D'accord. Donc malgré que le prophète l'ait fait et que ça a foiré. Ouais. Ah, putain. Babou l'a retenté, en fait. Bon, bah écoute, 1500 ans plus tard, c'est toujours un échec, hein, ces hadiths. Hein. Voilà. Ouais. Et Et du le coup, vas-y, pire, continue, vas-y. tu sais quoi? Ses amis, ils n'ont pas remis en doute le Le hadith. hadith, oh putain. Ouais. Ils ont Mais été voir le ils ont pas vendeur. tenté quand même le monsieur propre après ça quand même, j'espère. Hein. Non, non, non. Ils ont été voir le vendeur Ah et ok. ils ont fait un scandale. Ils lui ont dit, tu vends des dates sionistes. Ah putain, moi je pensais qu'ils étaient partis voir le vendeur de l'eau de Javel. Ah oui, Ah non, d'accord. non, 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 Ah non. putain, Non, ah oui. le vendeur des dates. Ils lui ont dit, ce ne sont pas les dates à joie. Ah putain, Tu ah, as vendu des dates sionistes sous couvert de dates miraculeuses. j'espère que le vendeur il a remboursé hein, quand même. Hein. Parce que là, Le vendeur a dû rembourser, ou sinon ça aurait mal tourné. Mais ces idiots n'ont pas remis en cause le hadith ou l'islam. oh là 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 là, putain. Ils ont dit que c'était un produit sioniste. Ah. Il a pas eu des problèmes avec la justice, le vendeur? Ça aurait été drôle. Je Pour, sais pas, non. pour, Non. Ils y sont allés une fois. Ils ont demandé un remboursement. Ils ont dit de plus jamais vendre ce produit. Et du coup, voilà. c'est notre histoire. Ah putain, t'as refait ma journée là. Ouais, vas-y, on continue sur l'apostasie alors, vas-y, raconte. Parce que là, on en était t'étais en période de doute. Et c'est quand que le doute, il est devenu Ah, certitude? le truc, c'est qu'après la Hijra, donc il y en a au moins 24 qui sont allés là-bas. On a reçu des petites nouvelles. Bon, il y en a au moins une vingtaine qui sont morts dans des accidents. Hein. Mhm. C'est même pas Bachar el-Assad, c'est même pas les Russes qui les ont tués. Fausse manipulation, enfin mauvaise manipulation, danger explosif. Oh Voilà. putain, ah ouais, d'accord, ok. Oh Ah, c'est non, de ça qu'on qu'on meurt en des fails incroyables. Ils sont C'était morts à n'importe quoi. l'entraînement, quoi. Non, il n'y avait pas eu un entraînement très poussé. Ils sont partis à la bataille parce que Bachar el-Assad, il avançait beaucoup vers le sud. Ouais. C'est ça le truc. Du coup, ouais, ton groupe, il a envoyé sur 60 membres, combien sont partis en Syrie, du coup? Au moins 24. Ah ouais, donc pratiquement la moitié, quoi. Ok. Ouais. Et encore, j'imagine que l'autre moitié, si elle avait pu le faire, elle y serait allée, quoi. Ça dépend. Il y en a qui avaient quand même beaucoup d'attaches ici en Belgique. Hmm, Ils étaient peut-être pas aussi radicalisés. d'accord. Et après la dissolution du groupe, on s'est même pas revu entre nous, quoi. Votre groupe, il s'est dissous parce que la moitié était partie, en fait. Déjà, Ouais, c'est ça. j'imagine. Quoi. Et Ouais, puis du coup, il y avait plus d'appels ouais, pour aller étudier d'accord. chez l'un ou chez l'autre. C'est les moins radicalisés, tu penses, qui sont restés ou c'est juste Oui, ceux c'est qui avaient ça. déjà une famille ou... Ah ok, d'accord. Les moins radicalisés et ceux qui avaient une famille, ceux qui avaient réussi un peu en Belgique, tu vois. Ouais, d'accord, ok. Ouais, ceux qui avaient pas d'attache, ils sont partis. Voilà, c'est ça. D'accord. Et, Et ouais, alors, vas-y, continue, vas-y. après, j'avais quand même quelques petites questions, tu vois. Mhm. Voilà, par exemple, sur les montagnes, par exemple, Mm. où on apprend bien que les montagnes sont faites dans le ciel, et puis qu'elles sont descendues sur Terre comme des piquets. Mhm. Ben, allez, tu vois, j'ai quand même été à l'école. Mm. Les montagnes, elles sortent par...
par les mouvements des plaques tectoniques. Ouais, on en a parlé la dernière fois. Ouais. Et du coup, moi je sais qu'elles sortent du sol, qu'elles poussent, tu vois, comme les boutons d'acné, ça pousse, ça sort de l'intérieur. Et ça tombe pas du ciel comme une pyramide spatiale, non. Du coup, j'ai fait mes petites recherches, hein, et là, quand j'ai bien vu les versets du Coran ou certains miracles islamiques, Mhm. je suis désolée. Par exemple, voilà, quand on a demandé au prophète qu'est-ce que le tonnerre, et que le prophète a dit, ben voilà, il y a un ange qui est responsable des nuages. Donc, Dieu donne des directives à cet ange Mhm. pour dire où les nuages y vont. Et en fait, l'ange, quand il conduit les nuages dans le ciel, il les frappe et ça fait du bruit, et ça fait du tonnerre. Et je suis désolée, je suis désolée. Ouais, c'est du même niveau que la mythologie grecque, quoi. Voilà. On n'est pas... Toi, tu le connaissais, ce hadith? Je le connaissais pas, celui-là, tu me l'as appris, hein. Je crois que savais c'est pas. Tirmidhi. D'accord. Ouais. Enfin, il y en a beaucoup. Ouais, ouais, il est pas mal. Mais Tirmidhi, je vais le rechercher celui-là, parce il est bon, il est bon. Il est très bien, ce hadith. c'est de dingue. Ouais, donc du coup, t'as commencé à constater que ça tenait pas la route, quoi. C'est ça. Et au cours de français, on a vu le fantastique et la science-fiction. Mhm. Ah, ben là, on est en plein dans... Et on a vu que dans une œuvre, Mhm. si quelque chose est fantastique ou si quelque chose est du domaine de la science-fiction, Mhm. toute l'œuvre Oui, est bah fausse. oui, Tu évidemment. vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais c'est sûr. Que s'il y a une erreur dans une religion, toute la religion est fausse. Bah oui, forcément. Tu vois? Ouais, non, non, mais c'est clair et net. C'est comme si une personne fait une erreur dans sa vie. Euh, Mettons que un jour tu te mets à toucher des petits enfants parce que t'as pété un câble, bah tu seras traité de pédophile toute ta vie, tu vois. C'est Tu peux pas ça. dire non mais c'était une seule journée Oui, sur c'est mes 10 ça, 000 jours où voilà. j'ai vécu, quoi, tu vois. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais, non mais Tu as fauté la une logique fois. se tient, hein, Ouais. y a pas de souci, hein, y a aucun problème avec ça. C'est comme bref, on pourrait aller dans des analogies, mais ouais, ton analogie, on l'a bien comprise. C'est aussi ce qui m'a fait quitter l'islam, parce que moi, j'avais toujours pensé que l'islam c'était une religion parfaite, et dès que j'ai vu les premières brèches, tu vois, dès que j'ai vu les premières choses qui étaient pas normales, pas cohérentes, euh, tu vois, si dès le début je m'étais dit que l'islam c'était entre guillemets imparfait, mais pas, enfin, peu importe pourquoi, j'aurais plus accepté des erreurs potentielles, tu vois. Euh, Mhm. mais le fait de me dire c'était tout ou rien en fait, tu vois. Quand on te dit, quand dans ta tête quelque chose est parfait, ça peut plus être 99%, tu vois. Ouais, ouais. Voilà, c'est tout, ouais, évidemment. D'accord. Ok, ok, je comprends là. Ouais, donc c'est ces choses-là en fait qui t'ont fait. Et tu te rappelles vraiment du moment où t'as le moment de bascule où tu t'es dit je suis plus musulman? Ou ça a vraiment été, ouais, ça a été progressif. Peut-être à mes 31 ans, un truc du genre. Ouais, ouais. Il y a un an et demi. Enfin, D'accord. Et tu te mais sens... le truc, c'est que je ne lutte pas contre Ouais. l'islam. Tu vois? Oui, oui, ouais, Moi, ok. je veux juste vivre sans religion. D'accord. Ni Ouais, l'islam, ouais. ni une autre. Tu vois? Ok. Et du coup, Pas Y, quoi. j'ai arrêté la pratique, mais Tu te rappelles quand voilà. t'as arrêté la prière? Ouais, mes 31 ans. Ok. La journée où t'as arrêté tes prières, est-ce que tu t'es dit ça y est, c'est terminé ou à ce moment-là t'avais encore des doutes? Non, aucun doute. Ok. Bien avant, bien avant. Ah ok, ok, ok. Quand il y Ouais, a une erreur moi que aussi je j'ai trouve. prié peut-être 2 semaines encore au cas où. Ah, d'accord. Mais ouais, ok, d'accord. Ouais, bah, c'est un peu comme moi. Ok. Et du coup depuis tu te sens comment Oh, même, comment ben, tu vis ta vie d'apostat la vie d'après c'est comment? Raconte. une vie normale, je vais faire les courses je fais des sorties parce que ma mère est un peu invalide. Je m'occupe un peu de la maison, je travaille. Euh, je, le temps que je consacre à la religion, je consacre à autre chose. Ouais. Manger, dormir, Tu penses que jouer. Voilà, j'ai une vie tout à fait normale, hormis le côté religieux, c'est tout. et tu Et vois je ne crois comment plus au le monde paradis, je d'aujourd'hui? ne crois plus en enfer. Le monde d'aujourd'hui, je le vois comme un monde où les gens sont vraiment abusés. Les gens, oh là là, je sais pas comment dire. Tout le monde croit en quelque chose, Ouais. mais en fait, la majorité des choses en quoi les gens croient, c'est faux. Et je sais pas comment. C'est comme si ouais, la moitié d'entre nous se faisait arnaquer du matin au soir sans s'en rendre compte.
C'est ça, voilà. Mm. Attends. Ah, voilà, j'ai cherché. Attends une seconde. Hein. Alep, d'accord. Le petit Palestinien là. Putain, ça t'a travaillé cette histoire. Ouais, Je pense pas que c'était le premier débordement de Daesh, hein, je te rassure. Ah non, c'est nous ça c'est nous. Oh putain, ouais, ok. De toute façon. En fait, je te dis des trucs. Ouais. Mais moi je l'ai vu, enfin, ou moi je l'ai appris, ou moi, tu vois. Et je sais que je dois, comment dire, c'est mieux de donner des preuves, tu vois. Non, mais Quand là, je te sur parle ce d'un podcast, truc, j'aime bien te donner on des n'est pas là preuves. pour, alors évidemment, faut pas dire n'importe quoi, mais je veux dire, on n'est pas là pour démontrer des choses, hein. On est là pour discuter et comprendre comment tu vis ta vie. Ah On est, ouais. je laisse aux journalistes leur boulot, tu vois. Mhm. C'est à eux de démontrer ce qu'ils veulent, tu vois. Et puis voilà. Et on n'est pas là pour faire, voilà. Enfin, et après, il y a pas de souci, hein. Je suis pas en train de dire qu'il faut que tu racontes n'importe quoi, mais je pars du principe que ton histoire avec le Palestinien, elle est vraie, c'est tout. On n'est pas là pour démontrer quoi que ce Attends. soit, hein. J'ai son nom, il s'appelle Abdullah Taïsir Issa et il a été décapité à Alep. Il a été décapité. Ouais, Ouais, ouais. putain. Sympa. En fait, ils lui ont demandé, enfin, ils lui ont dit, voilà, nous te laissons le choix de ta mort. Et il a dit, voilà, ah non, pas décapité, égorgé plutôt. C'est différent. Non, Voilà, il y a mais une nuance. c'est plus musulman, ça. Ouais, je les reconnais bien là. Et Non, bah, de donc, toute façon. il a dit qu'il ne voulait pas être égorgé parce que selon lui, c'était l'exécution la plus douloureuse. L'égorgement? Ouais, Ah bah, selon tu lui, m'étonnes. hein. Ah, selon lui et selon tout le monde, hein. Non, L'égorgement, l'immolation. l'égorgement, c'est ultra douloureux. Oui, Oui, évidemment. oui, On c'est pourrait y aller douloureux, bien sûr. après sur les comparaisons, mais je veux dire, Voilà, c'est oui. ça. Mais ouais, c'est sûr que l'égorgement, c'est Ça pas fait la pas du bien. guillotine française de la Révolution, hein. C'est l'égorgement, c'est au couteau et C'est ça. Ouais, avant de mourir, je pense que la douleur elle y est quoi. ouais, Mais tu bon, m'en fais bien. ouais. Et donc finalement, il y en a un qui lui a dit, écoute, moi je suis pas là pour te faire plaisir. Et hop, il l'a égorgé. Putain, c'est vraiment des raclures, hein. Mehdi, je voulais savoir qui le savait dans ton entourage que t'étais apostat. Dans mon entourage, ma mère, D'accord, mais elle vu sait que je critique, enfin, parfois elle a eu des questions sur la religion et je ne lui en ai pas donné une bonne image, mais je lui ai donné une image juste. Attends, ouais, mais ma mère ça pose pas de problème vu qu'elle est chrétienne. ton père il le sait? Non, mon père il est mort, ça fait 14 ans. Ah d'accord, ok. Et dans la famille de ton père? La famille de mon père, je ne lui parle plus. Ok. Enfin, plus tellement, en fait, il y a un problème d'héritage. D'accord, donc Euh, t'auras pas de problème avec eux en théorie. Et t'as non, des non, amis proches plus. musulmans et La comment majorité de mes fréquentations sont ouais. musulmanes. Alors ils savent ou pas? Eux, ils ne savent rien. Alors, s'ils savaient, s'ils Et tombaient sur l'interview, disons, vas-y, ce serait plus voilà, simple. ils partageraient et ils me parleraient plus. Enfin, j'aurais pas, comment dire. Par exemple, il y en a au parc de la Tulipe qui vendent du cannabis. Eux, ils sont pas tellement pratiquants. Ils boivent de l'alcool. Quand ils ont peu d'argent, ils vont rue d'Arscott. Tu es français, tu ne connais pas. Mais voilà, donc ils sont pas très pratiquants. Limite pour les gens du groupe, je pense qu'ils seraient quand même pas mal déçus, vu que j'avais assez bien compris l'islam et que je pouvais expliquer à ceux qui n'avaient pas de très très grandes facultés intellectuelles. Ouais, parce que c'est pas forcément des lumières, hein, en fait, qui viennent dans le groupe. C'était quoi le plus gros diplômé de de votre fréquentation? Il y avait des ingénieurs ou des trucs comme ça? Il y avait des gens qui travaillaient dans le bâtiment. Attends, le diplômé d'Al-Azhar, c'était Abou Soufiane, il me semble. Ouais, mais un diplôme en islamologie, je sais pas si ça compte, hein. Université égyptienne, quand même, ça compte. Oui, oui, non, mais y a pas de souci, hein, mais bon, je veux dire, moi, je peux être s'il y avait un diplôme sur Dragon Ball Z, j'aurais un doctorat, hein, donc tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. C'est bien drôle ça. Non, non, mais ça m'a toujours fait rigoler ça, les diplômes en religion, ça. Enfin, voilà, oui, ils sont experts dans leur domaine, ça c'est clair, hein, mais bon.
Mais voilà. Non, mais je veux dire, il y avait pas il y avait des médecins, est-ce qu'il y avait, je sais rien, Non, dédiés. non, pas de scientifique. Non, un cuisinier, ouvrier du bâtiment, ouvrier Ok. communal. Il y avait quoi? Il y avait quoi? Un restaurateur. Ouais. Enfin oui, un patron de restaurant et un cuisinier. Surtout des métiers manuels, il me semble. Un Ouais. plombier, des étudiants. Ouais, t'étais un peu l'intellectuel du groupe, alors. Moi, je fais du soutien scolaire à domicile. Ouais. Bon, on s'écarte, alors. Vas-y, alors, s'il le savait, alors il réagirait comment, du coup? Euh, Le plus proche de toi, hein, celui qui t'a croisé une fois, on s'en fiche. Là, il serait déçu et il essayerait de me reconduire dans la religion en me disant, écoute, tu vas rater le paradis céleste et Ah tu ouais, vas putain. tomber dans l'enfer éternel. Vous en parliez des vierges? Les ourides, bien sûr. Ah. Toutes Vous en parliez jeunes comment? et de même âge, avec des seins arrondis, belles à la perfection, cloîtrées dans les tentes, et elles attendent le martyr. Enfin, elles attendent que le martyr arrive dans la chambre afin de satisfaire à tous ses désirs. Ah ouais, terrible, hein. Ah ouais, je vois le petit filet de bave couler de la bouche. Ok. Mais tu vois, voilà, ce sont des jeunes femmes, mais il y a, voilà, le truc, elles sont cloîtrées dans les tentes, c'est-à-dire elles ne sortent pas de son domicile. Ah, Tu c'est vois, le normalement, fantasme de tout. la femme Pas le musulmane prat. ne sort pas de son domicile, elle ne travaille pas. Elle fait le ménage, elle fait la cuisine, elle élève les enfants, elle prie derrière son mari, et surtout elle ne passe pas devant quand lui il prie, parce que le chien noir, l'âne et la femme, quand ils passent entre le musulman et la Mecque, enfin, Hmm, le mari rate sa prière. Je ne sais pas hmm. pourquoi, c'est comme ça. Voilà. Mais donc, ouais, quand une femme dit l'islam m'a honoré, il y a une sourate à mon nom, moi je dis que Abu Lahab, il n'a pas une sourate à son nom, mais il a une sourate pour lui tout seul. Ah oui, bah. Voilà. Est-ce que va savoir s'il a été honoré par l'islam? Va savoir. C'est ça le truc. Ok. Mais du coup, dans mes connaissances, il y a personne qui le sait. Ouais. Du coup, Et mais tu t'en caches ou c'est juste que c'est pas arrivé non, je sur la m'en table? cache. J'ai pas envie de faire de Ok. vagues. Ok. C'est ça. Ok. Mais T'aurais peur physiquement ou ça te mettrait juste mal à l'aise pour l'expérience? physiquement, non, j'ai pas tellement peur. Je crois pas qu'ils iraient s'en prendre à moi. Mais pour m'insulter, pour me décrédibiliser, pour Ouais. enfin voilà. Mais regarde, je ne fume pas, je ne bois pas d'alcool, je ne mange pas de porc. T'as Euh, jamais essayé de manger un petit lardon pour non, tester? non, en fait, Ah, faut que tu testes, je, Mehdi, là. je, en fait, Faut que tu valides ton diplôme en apostasie. je le fais pas. Comment dire? Si je le fais pas, tu vois, j'ai Ouais. pas commis d'acte criminel. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, Et ouais. donc, on peut pas m'attraper. Tu vois ce que je veux dire? Je ne commets pas de crime. On ne m'attrape pas pour un crime que j'ai pas commis. Tu vois? Et là, on peut pas me taper sur la gueule. Tu comprends? Ouais. Voilà, c'est ça le truc. J'ai vu des gens manger du porc. Ils s'en portent très bien. Et Et toi, donc, pourquoi tu veux pas manger du porc? je pense que le porc n'est pas mauvais pour la santé. Je le fais uniquement comme ça, on peut pas m'accuser de l'avoir fait. Tu vois ce que je veux dire? Et alors, ça fait quoi quand t'accuses? Mais je t'ai pas demandé de le faire sur la place publique de Bruxelles, hein. Ouais, non, mais ça c'est un... Juste pour tu sais, l'exercice un peu mental, tu vois. Je le conseille, on va commencer à m'accuser de le conseiller à tous les apostats, mais moi je vais le redire peut-être à tous les podcasts où des gens vont me dire qu'ils en mangent pas, mais c'est un bon exercice intellectuel hein, de manger du porc. Hein. Tu vas voir, ça va te faire transpirer, tu vas voir. Ça a l'air de rien, un petit morceau de lardon, mais tu vas voir, ça va te chambouler l'esprit. Donc En fait, essaye. je suis pas Ou alors contre prends-moi un petit bonbon à la gélatine de porc. les bonbons. Minimum. Les bonbons à la gélatine de porc. Presque tous les musulmans, ils en mangent. Ils ne savent pas ce que c'est. Ce Mais sont si, des idiots. je le savais à 8 ans, ça va. Je le savais. Bah, par Ouais, exemple, c'est pas écrit dessus, quoi, ils vont te dire. ouais, mais ils en mangent. Enfin, moi je le sais. Et je lui ai dit, voilà, je ne mange plus de bonbons, mais
on dirait que les autres, ils n'en savent rien. Enfin, Ouais. mais le truc, c'est que je suis pas contre le porc, mais c'est juste que, tu vois, un peu comme on m'a dit, ne te masturbe pas, car si personne ne te voit, Dieu le voit. Ouais. C'est resté, tu vois, c'est resté un peu mental comme ça. Et je pense que Dieu n'existe pas. Enfin, Ouais. le Dieu de la Bible, de la Torah, du Coran, il a fait tellement d'erreurs que forcément, il n'existe pas. T'as encore des Donc, petits blocages quand même, hein. pour le paradis, pour Logique. l'enfer, je n'y crois pas. Moi, c'est par rapport aux gens. Parce que je sais que les gens peuvent intervenir. Donc, Mais les gens, ils sont pas censés savoir que tu t'es masturbé et que t'as mangé du porc. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ta chambre, elle est fermée. Je le fais pas dans la rue. Ouais, voilà, ouais. Ouais, Tu vas demander à maman de t'acheter discrètement un petit- non, c'est moi qui fais les courses. Ah bah Et voilà. ma mère mange du jambon et je lui en achète une fois par semaine. Il n'y a pas de souci. Moi, j'achète du jambon pour ma mère. Il n'y a Tu lui pas de prendras un problème. petit morceau ce midi. Tu me diras Euh, comment ça s'est passé la prochaine fois. d'accord, ça va. Mais je pense pas que ce soit mauvais pour la santé. Oh non, t'inquiète pas, et tu t'en porteras pas plus mal. Mais bon, Non, non, mais les tu gens vas s'en voir, portent bien, ça mais va te travailler. En d'accord. fait, pourquoi je dis ça? Parce que ça montre comment l'esprit humain peut être conditionné par un interdit et même absurde, tu vois? Parce que il était peut-être pas absurde du moment où tu étais musulman, mais aujourd'hui Mhm. il est absurde cet interdit qui Ouais, reste bien ancré sûr. en toi et et voilà. À la limite, il y avait, j'avais interviewé Hassan et Shaibi et lui était végétarien, donc ça restait logique, tu vois. Il mangeait pas de viande tout court, donc pourquoi pas. Mais voilà, du coup maintenant, aujourd'hui, le porc n'est pas moins illicite à tes yeux que ne serait le bœuf. Après, mais je suis pas là pour débattre sur est-ce qu'il faut manger du porc ou pas, hein. Je dis juste, voilà, c'est intéressant de voir à quel point notre esprit a été conditionné par l'islam, c'est tout. C'est en fait le porc c'est tellement symbolique en fait que je pense que le cerveau il l'associe vraiment à euh, à la mécréance, tu vois. Et quand t'en manges, c'est un peu comme si tu validais physiquement et pas juste spirituellement ta mécréance, quoi. Enfin, j'en reviens pas que je suis en train de faire une Ouais, espèce d'apologie de la dégustation d'un morceau de jambon, mais c'est là où je veux en venir, tu vois. C'est je fou en fait comprends. comment l'esprit humain, parce que finalement t'as rien fait physiquement qui prouve que t'es plus musulman aujourd'hui, tu vois. Mhm. Si t'as C'est ça. peut-être arrêté les prières, mais enfin t'as arrêté de faire des choses, tu vois. Ouais. Mais là t'as pas fait quelque chose, voilà, de clairement frontalement anti-musulman, tu vois. Je voulais Oui. savoir si t'avais l'oreille attentive d'un ministre. Allez, du ministre de l'Intérieur belge. J'aurais voulu savoir ce que tu préconiserais du coup sur la gestion de la communauté musulmane en Belgique. Je pense pas qu'un ministre belge peut avoir l'ambition de modifier l'islam, mais je pense qu'il peut essayer de voir à son échelle comment gérer l'État, on va dire. Voilà, j'essaie pas de dire que l'islam c'est bien pas bien, les musulmans ils sont bien pas bien, ils foutent le bordel ou ils le foutent pas, c'est pas le souci. Mais comment est-ce que lui, il gérerait, voilà, il y a une certaine gestion de la communauté musulmane en Belgique jusqu'à aujourd'hui, et comment est-ce que lui, alors si tu trouves qu'il n'y a rien à y redire, toi, enfin voilà, pourquoi pas. Et sinon, qu'est-ce que tu lui dirais en tout cas? Alors, pour une gestion de la communauté, écoute, la première chose moi qui me vient à l'esprit, c'est que la communauté musulmane est plutôt bien intégrée en Belgique. La grande majorité ne commettent pas de crimes, que ce soit de la petite délinquance ou que ce soit du terrorisme ou autre chose, ou du trafic de drogue. Ça, je dirais que c'est plutôt lié à une jeunesse qui ont obtenu beaucoup de droits dans ce pays démocratique, mais à qui on n'a pas assez inculqué de devoirs. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu vois une grande majorité des gens en prison qui sont de croyances musulmanes, c'est surtout de la délinquance, c'est surtout des vols, c'est surtout du trafic de drogue qui n'a pas grand-chose à voir avec l'islam. Non. Du coup, peut-être, moi, j'ai une idée, c'est quoi? C'est un peu essayer de démystifier l'islam. Comment je vais expliquer ça?
J'y pense depuis un petit temps. Par exemple, ce serait d'expliquer les versets du Coran à l'aide des hadiths, à l'aide du tafsir, afin que les gens sachent ce qu'est la religion. Donc limite, s'il pouvait y avoir un groupe d'études pour que les gens sachent en fait que l'islam, et comme le christianisme et autres, ne sont pas des religions d'amour, de tolérance et voilà, amour, respect, tolérance, j'en passe. Non, il faudrait vraiment un groupe neutre d'études qui se base sur l'histoire des religions, et qui se base sur les textes authentiques. Et là, on pourrait avancer. Et là, on pourrait savoir si c'est la vérité ou non. Tu vois, un Dieu qui se tromperait au minimum une fois dans ces textes. Par exemple, il dit que le soleil tourne autour de la terre. Je suis désolé, mais c'est l'inverse. Un Dieu qui annoncerait ça dans un texte religieux, à coup sûr, la religion est fausse. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, limite, s'il y a des Bruxellois qui m'entendent, s'ils veulent faire un groupe de réflexion ou un groupe explicatif, même si on fait des vidéos sur YouTube, moi, il n'y a pas de souci, je suis là. Donc voilà, si c'est pour faire avancer les choses dans le bon sens, si c'est pour instruire, avec des arguments précis, des arguments respectueux, voilà, on n'est pas là pour se moquer ou pour rigoler, mais on va expliquer A fois B est égal à B, comment est-ce que tel ou tel passage, et en fait, ça ne vient pas d'un Dieu omniscient et omnipotent. Limite, une bonne relecture des textes religieux pour instruire les gens, ça ce serait utile. Si un ministre m'écoute. Mais en ce qui concerne la communauté musulmane, en ce qui concerne les gens, la grande majorité sont très bien intégrés, ils participent à l'économie du pays, ils sont honnêtes, ils sont sympathiques. Les gens j'ai rien à leur reprocher. Moi, j'ai juste à reprocher un peu à la religion, qui essaie de s'immiscer de plus en plus, d'obtenir des droits spéciaux, mais concernant les gens, j'ai pas grand chose contre eux. Voilà, ils sont plutôt très bien intégrés. Je remercie la communauté musulmane de Belgique, voilà, justement d'être un peu ignorante sur la religion et du coup d'être très tolérants. Ils ont appris l'islam, mais quoi? Mais par la suite, ils sont beaucoup moins calés sur la partie médinoise. Mais voilà. Et bien souvent, les sourates qui abrogent sont médinoises. Elles sont venues par après. Oui, puisqu'elles arrivent après. Voilà, ça tu le sais. Oui, vu qu'elles arrivent après, les sourates mécoises, finalement, elles sont caduques, quoi. Voilà. Et du coup, bien souvent, ce sont des versets violents qui abrogent des versets pacifiques. Voilà, c'est ça le problème. Est-ce que tu penses du coup que ton groupe religieux là, là où vous vous réunissiez avec tes amis, enfin tes anciens amis, est-ce que tu penses que ce groupe il était voué à de toute façon à se terminer de la manière dont ça s'est terminé, c'est-à-dire que tout le monde est parti faire le djihad, ou ça aurait pu prendre un penchant plus pacifiste dans un... Est-ce que tu t'imagines ce genre de groupe, même en général, pouvoir être totalement pacifiste et non violent, ou tu penses que tu sais le verre il est dans la pomme quoi. À partir du moment où tu analyses les textes dans leur entièreté, ça peut que se finir comme ça s'est terminé. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Pour les groupes, voilà, par exemple comme le nôtre, bon, il y a la moitié des gens qui sont partis, la moitié qui sont restés, on ne s'est plus revus. Mais en fait, eux, ils ont très bien compris l'islam et ils l'ont très bien appliqué. Bon, allez, je pense un petit truc. En Syrie, on n'a pas fait appliquer la jizya. C'est vrai. Pourquoi? On n'avait pas d'émir. Alors, tout n'a pas été appliqué. On a puni pour l'adultère, on a puni pour le vol, on a puni pour l'alcool. Mais certaines choses, par exemple pour la jizya et pour les dhimmi, il y a vraiment que Daesh qui l'ont fait correctement. Tu vois, bon, voilà, ils pratiquent quand même assez bien. Du coup, moi, je voudrais bien faire ce groupe de réflexion
Pourquoi? Pour essayer de raisonner les gens raisonnables. Les gens comme dans mon groupe, ou bien où Babou s'empoisonne. Enfin, il était sûr de survivre, le mec. Tu vois ce que je veux dire? Enfin voilà, des gens aussi aveuglément dans la religion, on peut pas les sauver. Donc, D'accord. quand ils apprennent la religion, si ils sont persuadés que c'est vrai, s'ils comprennent bien la religion, ils vont faire partie des 5% de radicaux. Tu vois ce que je veux dire? Chez les sunnites, chez les chiites, il y a environ 5% de radicaux. Il y a plusieurs études, il faut les retrouver, mais voilà. Bah, c'est énorme, 5%. Sur 1,5 milliard d'habitants, ça fait 75 millions de radicaux, quoi. Enfin, ce qui a l'air logique, hein. Je veux dire, le Pakistan et l'Afghanistan, ça fait déjà 200 millions d'habitants. Enfin, voilà, quoi. Et puis après, il y a pas que les radicaux, hein. Tu sais, t'as les radicaux, et puis après t'as sa femme, et puis après le radical. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est finalement celui qui porte l'épée, c'est que celui qui peut le faire, tu vois. Mais derrière, qui dit que sa mère, voilà, elle est pas aussi tarée que le fils. Ouais, bien sûr. Voilà, tu sais ce que je veux dire. Il faut pas oublier ça. Des fois, on voit juste, voilà, on dit oui avec, je sais pas, Daesh, ils étaient combien, 50 000 à peu près. Mais bon, derrière, t'as la famille. 200 000, ouais, purée. Environ 100 000. Ah, oui, ok, 100 000 d'accord. combattants. Il y avait Mais tu vois, derrière les combattants, t'as les gens qui envoient de l'argent, t'as les gens qui peuvent pas combattre de toute manière, genre ils sont trop vieux ou trop jeunes. Enfin, je veux dire, c'est que la partie émergée de l'iceberg, hein. Moi, 100 000, je trouve ça déjà énorme, hein. Enfin, voilà. Et puis t'as tous ceux aussi qui ont pas pu s'y rendre, tu vois. Bien sûr. Voilà, qui habitent sur sa petite île des Philippines, voilà, le chemin, il est peut-être long pour aller jusqu'en Syrie et en Irak, quoi. Mais sinon, l'intention, elle y est, quoi. Ouais. Enfin, bref. Merci en tout cas. Mehdi, est-ce que t'as quelque chose à rajouter, quelque chose qu'on n'aurait pas abordé? Juste, voilà, petite précision. Donc, le groupe dans lequel j'étais n'aurait pas pris un penchant pacifique, vu que, en fait, ils ne sont pas méchants. Ils sont juste corrects envers l'islam. Tu vois ce que je veux dire? Si, comment dire, si on dit par exemple tuer les associateurs, donc ceux qui croient en plusieurs dieux, ou même les chrétiens qui associent à Dieu, eh bien, c'est pas par cruauté ou par méchanceté qu'ils vont tuer. C'est par fanatisme. C'est par fidélité envers Dieu. C'est ça le truc. Tu vois? Mais c'est exactement le même raisonnement qu'avaient les nazis, hein. Tu sais, il y avait les nazis ne haïssaient pas forcément les juifs. Pour eux, il fallait les tuer, mais c'était voilà, comme si toi tu devais tuer des moustiques ou voilà. Tu vois, on a pris le même exemple. Mais voilà, c'était enfin évidemment qu'il y en avait, il devait avoir une haine personnelle contre les juifs, mais je veux dire c'est le même raisonnement, ils pensent qu'il y a un higher purpose. Enfin voilà, il y a quelque chose qui les dépasse. Et du coup, voilà, ils agissent de la manière dont ils agissent. Mais oui, comme tu dis, je pense pas que les djihadistes ont... voilà, oui, si le texte était différent, ils feraient les choses d'une manière différente. Et vraiment, ouais, c'est des gens qui sont littéralistes, comme on dit. Donc voilà. Ouais. Mais malheureusement, ils ont bien compris l'islam, c'est ça le problème. Et on est tout à fait d'accord. Donc voilà, si il y a des gens sur Bruxelles qui souhaitent faire des vidéos YouTube explicatives ou un groupe de réflexion, que sais-je, moi je suis là. Ok, le message est passé, Mehdi, et merci en tout cas d'être venu, c'était super intéressant. Grâce à toi, on a pu entrer dans le quotidien d'un groupuscule radical, je saurais pas comment le définir, et je pense que tu as eu une expérience assez unique, hein, parce que voilà, comme tu dis, vous étiez qu'une soixantaine sur toute la communauté de Bruxelles, ça fait pas beaucoup, quoi. Donc voilà, merci de ton témoignage, et puis voilà, je te dis à bientôt, Mehdi. Merci beaucoup. À bientôt. Attention, regarde, nous, on était une soixantaine. Ouais. Mais pour Daesh, ils étaient peut-être 80, je sais pas. Ouais. Babou, ses copains, ils étaient pro-talibans. Tu vois, oui, je sais pas. Ils se réunissaient entre pro-talibans? Ils se connaissaient. D'accord. Nous, on connaissait que Babou, qui venait chez nous. Ouais. Mais ses copains, lui, des Afghans, Déobandi, lui, il venait de l'école Déobandi, une secte de l'islam, quoi. D'accord. Après, je te passe le lien si tu veux. Ok. Donc, merci. Ouais. Tu veux finir? Vas-y.
je salue la communauté de Momo Apostat et je vous dis à bientôt. À bientôt, Mehdi. Et voilà pour ce podcast. Voilà pour l'interview. Merci d'être allé jusqu'au bout. Encore une fois, c'était assez long. Mehdi, il a eu vraiment une histoire. Il a vraiment rencontré des sacrés cas sociaux. Franchement, l'histoire du musulman qui teste la véracité du hadith sur les dates et qui boit de l'eau de Javel pour voir si vraiment ces dates-là vont le protéger de l'empoisonnement, ça c'était vraiment collector. Je pense que ce musulman, il a une place aux Darwin Awards, donc malheureusement, j'en rigole, mais c'est vrai qu'il est mort et que sa famille, je sais même pas si sa famille elle se rend compte vraiment de ce qui s'est passé, quoi. Je pense qu'ils doivent en être encore à blâmer le vendeur de dates. Enfin voilà. Je vous dis à très bientôt et merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à venir me contacter, je le dis à tous les podcasts, sur apostatislam@gmail.com. Je vous dis à très bientôt.